Moi, je me rappelle, il y a quelques mois, j'étais sur un plateau avec Franck Dédy. Franck Dédy a eu le même discours que Kevin, mais en mieux. Il dit, si nous allons dans les bureaux de vote, il y a un vote massif. Il y a un vote massif, on surveille on surveille les urnes, chacun surveille son bulletin de vote. Ces gens-là ne pourront pas tricher. Mais j'ai été heureux parce qu'il n'y a pas eu de vote massif. Mais ceux qui sont allés surveiller le vote, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La question de Clarisse revient sur un point. Est-ce que le recours de M. Assalé Thiemoko va aboutir? Qui peut nous dire ici que son recours va aboutir? Personne. Parce qu'on ne sait pas. Or, il dit qu'il a des PV. Il a envoyé ces PV-là dans les différentes chancelleries. Son dernier poste, je pense, ça fait 2 heures. Il a envoyé la copie des PV dans les différentes chancelleries. Ça veut dire qu'il a des éléments solides en sa disposition. Et il a même indiqué que la CEI risque de maquiller des procès-verbaux. Vous imaginez ce que ça veut dire? Quand quelqu'un dit qu'une CEI, une commission électorale dite indépendante, va maquiller des procès-verbaux pour le faire passer pour un menteur, mais c'est grave. Et ce n'est pas n'importe quel candidat qui le dit. C'est Assalé Thiemoko qui a siégé au sein de l'Assemblée nationale. La Côte d'Ivoire vit l'un de ses moments les plus critiques et les plus tristes en matière de politique. Que vous soyez militant ou pas, on doit avoir honte de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On ne l'a jamais connu même depuis 1990. On ne l'a jamais connu depuis 1990, ce don auquel on assiste. Non. C'est gravissime et ça fait honte. C'est même insulter l'intelligence de vous, jeunes, qui voulez faire la politique aujourd'hui. Je ne vois même pas où on peut avoir un débat, ou dire que non, c'est de la faute. Comment vous pouvez même dire que c'est de la faute de Tidjane Thiam? Qu'est-ce que Tidjane Thiam peut faire là? Tidjane Thiam peut faire quoi? Vous voulez que Tidjane Thiam fasse quoi? Vous êtes des démocrates. Est-ce que Tidjane Thiam peut prendre des armes? Tidjane Thiam ne peut pas prendre des armes. Parce que le seul recours aujourd'hui qui peut faire plier, d'accord, l'équilibre des forces, c'est la force. Parce que ce qu'ils font là, c'est la force. Vous avez des militants, des gens même qui ont participé, étant en prison. Et puis ils ont été élus. Ce n'est pas un exploit, mais c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Donc à un moment, il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se dise les vérités. On connaît bien la carte électorale. Un bastion comme Saïwa. Vous pouvez dire aujourd'hui à Saïwa que Djéji Madi a perdu à Saïwa. Dans le Haut-Sassandra, ils ont fait 14. Le RHDP fait 14 sur 15. On ne sait même pas comment, par quel miracle, Stéphane Kipré a pu être élu. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui est proche de Stéphane Kipré, qui m'a donné un exemple, mais à se coucher par terre. J'étais mort de rire. Ça tenait même pas la route. Je sais pas comment il a fait pour être élu. Mais dans la Mé, 7 sur 7. Dans la Nyébi Tiassa, 7 sur 8. Vous-même à Marcouri, on a vu avec Abi Raoul, sauf si Abi Raoul était menteur, qui dit qu'il était pourchassé par des hommes en armes. Ce n'est pas un jeu. Là, franchement, on est dans un Far West où, franchement, on est dans un Far West. La Côte d'Ivoire fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Les vraies questions à se poser, c'est de se demander comment nous sommes arrivés à ce résultat. Mais venir dire que oui, c'est de la faute des Thiam, c'est de la faute des temps, c'est n'importe quoi. Et je vais dire quelque chose à mes amis. Vous qui faites la politique. Parce que les gens disent que oui, vous assumez le fait de participer. Mais tu assumes le fait de participer, mais le résultat là, est-ce que c'est le reflet vraiment de ton parti? Parce qu'il y a 7 mois ici, les jeunes du PDCI RDA disaient que quand Tidjane Thiam est arrivé, beaucoup de gens ont adhéré au PDCI RDA. Mais ces gens ont adhéré là, c'est pas pour venir meubler les meubles du PDCI RDA, c'est pour venir faire gagner le PDCI RDA. Alors, le résultat qui est là, est-ce que c'est le véritable poids des militants du PDCI RDA? Vous êtes sûr? Vous pouvez nous dire ça? Dans ce cas-là, vous légitimez, c'est un fiasco. D'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, quand vous dites que oui, Toby Irié, il faut qu'il vienne faire des suggestions, vous pensez que le RHDP va permettre que Toby, je parle. Toby Irié va modifier la CEI pour qu'on puisse avoir un reflet véritablement du poids politique des différents partis? C'est impossible. C'est impossible, mon cher ami Kevin Thiam. Là, ce n'est plus une question de politique. C'est une question de honte nationale. Et moi, si je félicite le RHDP, parce que j'ai dit, c'est leur élection. On ne peut pas participer à une mascarade et en vouloir cette mascarade. Si déjà, à la base, vous êtes conscient que c'est une mascarade, il faut s'assumer. Les gens nous disent que non, ne pas participer et participer revient au même résultat.
Mais le fait de ne pas participer te permet d'ouvrir les yeux et de mieux te préparer. Il y a des partis politiques qui l'ont fait. À côté de la Côte d'Ivoire, le NPP au Ghana l'a fait. Avec John Kufuor, ils l'ont fait en 92. Ils sont revenus plus forts, ils ont remporté et Kufuor a pris la présidence par la suite. Les partis politiques aujourd'hui, c'est vrai qu'on pointe du doigt le RHDP, mais je pense que les partis politiques doivent faire leur bilan. Parce que ce n'est pas à tout on participe. C'est vrai, les partis politiques ont besoin d'argent. Mais les partis politiques aussi doivent former leurs militants à ne pas connaître seulement, d'accord, des succès, à connaître des échecs et à bien se préparer et à être aux côtés du peuple. On peut tout reprocher à Saleh Timoko. On peut tout reprocher. Aujourd'hui, on se moque. Mais pourquoi on se moque d'Assaleh Timoko? Parce qu'au moment où les autres partis souffraient, Assaleh Timoko, par moment, essayait de justifier les actions posées par le gouvernement. Mais quand il a commencé à critiquer, lui-même Assaleh Timoko, il a fait un live il y a 2 jours, il a dit qu'à partir du moment où il a commencé à critiquer, il a commencé à voir les gens sur son dos. Et les gens lui avaient prédit sa défaite à l'avance. Parce qu'il y a des gens qui savent comment ce gouvernement fonctionne. Mais Assaleh Timoko s'est fait entendre au sein du Parlement. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui nos députés aussi dans les différents partis politiques de se faire entendre? On peut tout reprocher à Assaleh Timoko, mais il a donné la voix, d'accord, à ce poste-là de député. Donc il faut aller dans cette même dynamique, se remettre au travail. Mais ça ne va pas être facile. Parce que le RHDP aujourd'hui, si vous voulez faire la politique, il y aura des coups, il y aura des exils, il y aura des emprisonnements. Et c'est ça le sacrifice de la politique. Quand on aime son pays, il faut le faire. C'est pas tout le temps, on va avoir des costumes, on va avoir des privilèges et autres. Ce sont les règles de la politique quand on est en face d'un pouvoir qui est dur. Donc, voici ce que moi je peux dire. C'est triste pour la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est vraiment triste. Mais il faut qu'on paye le prix fort. Parce que je pense que beaucoup de personnes ont certainement méconnu le pouvoir du RDR et aujourd'hui, ils apprennent à leurs dépens. Au-delà des présidentielles, les législatives, aujourd'hui, reflètent certains aboutissements de ce qu'ils sont. Et puis bon, voilà. On va être dans cette continuité-là. Et voilà. Merci Clarisse, en tout cas, pour tout. Et voilà. Ok, merci, Insa. Gap. Et toi, si tu veux rebondir. Une question, c'est possible. Ok, merci beaucoup. Je pense que j'ai écouté un peu, j'ai écouté d'autres aussi. Bon, le fait de constater l'échec de la gouvernance d'une personne ou d'une personnalité qui est à la tête d'une organisation, ce n'est pas de l'injure. Voilà, quand tu vas à un examen et que tu as échoué, et qu'on te dit que tu as échoué, on ne t'insulte pas. Je n'ai pas ouvert ma bouche pour dire Tidiane Thiam imbécile. Donc je ne sais pas où vous trouvez l'injure dans mes propos. Je dis que sa gestion à la tête du PDCI, ça a été un échec lamentable et que pour la première fois dans l'histoire de ce parti-là, 32 députés, je vais enlever même Blaise Lasme dedans parce que lui, il est venu se coller là, on ne sait pas d'où il est quitté. Lui, il est PPACI. Donc, c'est 31 députés du PDCI. Et ça, c'est une honte. Et donner mon opinion là-dessus, ce n'est pas de l'injure. Jusqu'à aller dire que c'est un problème d'éducation. L'éducation, mon éducation va venir chercher quoi dedans, ici? Quand une personne a échoué, il a échoué. Il n'a pas été capable de gérer le parti. Il n'a pas été capable d'assurer l'unité du parti. Il n'a même pas été capable de pouvoir rallier autour de lui l'ensemble des militants du PDCI et maintenir ne serait-ce que la configuration du parti tel qu'il était, au moins les 65 députés. Quand on crie à la faute, je suis d'accord. Mais quand Brendoumi gagne pendant qu'il est en prison, là, il n'y a pas de fraude. Moi, je suis d'accord sur un point dans vos différentes interventions. Il faut qu'on se fasse notre autocritique. Étant donné que la seule arme que nous avons là, c'est notre carte d'électeur et les urnes. C'est à nous de réfléchir comment faire pour pouvoir changer la tendance. Et pour le faire là, la première des choses, c'est de pouvoir nous-mêmes faire notre mea culpa, nous unir au niveau de l'opposition et comprendre effectivement sur quoi se base ou bien sur quoi joue le RHDP pour nous avoir chaque fois.
Parce que c'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, moi, quand on fait des calculs arithmétiques, on est là, moi, je trouve que c'est un peu léger de faire des calculs arithmétiques. Même à Ouaragayo, c'est RHDP qui a gagné là-bas. Même à Ouaragayo, c'est RHDP qui a gagné là-bas. Depuis 2016. Ça a été ça. Ça vous dit que si nous-mêmes, on ne fait pas notre mea culpa, on ne fait pas notre autocritique, et si on sait que la seule arme que nous avons là, c'est nos cartes électeurs et les bulletins de vote, et qu'on est là, on est en train de chercher des solutions hypothétiques, en faisant des réflexions qui n'aboutissent même pas à des résolutions bien claires, mais on va tourner en rond. Parce que prendre merci. Parce que prendre les choses, aller donner ça aux chancelleries. Les chancelleries ne sont pas la CEI. Mais c'est ce que j'appelle le populisme. Parce que tu prends l'opinion nationale et internationale à témoin pour une élection locale, mais c'est pas celle-là qui va trancher à ta faveur. Moi, je dis déjà, le signal du taux de participation devait faire comprendre aux gens que tant que les Ivoiriens ne sautent pas pour se mobiliser pour les élections, c'est peine perdue. Et je suis d'accord avec celui qui a précédé. Est-ce que ce taux de participation reflète les militants du PDCI? Non. C'est pour dire que beaucoup de militants du PDCI même ont bouté ces élections. Et un grand nombre de militants de l'opposition n'ont même pas voulu s'associer à cela. Tout ça, c'est lié à quoi? Aux différents appels. Aux différents appels de démobilisation des militants. Voilà l'âme du RHDP. Il n'y a pas d'autre secret. On te dit même que la CEI elle-même n'est pas fiable. Non, mais tu ne peux rien changer à la CEI. Ma petite soeur, je dis, cette CEI-là, comment tu vas faire pour la changer? À moins que tu fasses un coup d'État. Vous quatre qui avez accompagné Ouattara là, vous quatre qui l'avez accompagné là. Je dis, nous là, on n'avait pas de poids, nous là, on n'est rien du tout. Mais le PDCI, en tant que noyau dur de la politique en Côte d'Ivoire, pouvait mobiliser ses militants. Si vous ça vous dit que voilà où le mal est profond. Quand tu parles de Lagou, tu parles de Bion, mais c'est la première fois qu'ils étaient au devant de la scène. Donc tu ne peux pas utiliser ceux-là comme les référents. Ils n'avaient pas de poids réel. Mais tu penses que si tout le monde se mobilise, et aujourd'hui, bon, eux, ils n'ont pas été candidats. Mais le PDCI même, ça veut dire, eux là, ils ont été candidats, il y a eu 53% de taux de participation. Cette fois-ci, ils n'ont pas été candidats, donc ils n'ont même pas mobilisé quelqu'un. Il y a eu 32% de taux de participation. Mais il y a un problème. Ça pour dire que ceux qui disaient que eux là, c'est leur appareil, c'est l'appareil du parti, ils n'ont même pas pu mobiliser même leurs militants. Il y a un problème. Et moi je dis, la conséquence de tout ça là, c'est nous-mêmes, nos guerres internes, nos manières de nous considérer, nos manières de démobiliser les Ivoiriens par rapport au processus électoral, en jetant le discrédit à chaque fois. Ils vont tricher, ils vont tricher. Mais tu dis ils vont tricher, tu participes pas. Les bureaux sont vides, mais ils vont tricher. Donc ça sert à quoi? Donc j'ai chuté là-dessus. Ça ne sert à rien de nous tirer à boulet rompu là-dessus. Mais il faut pouvoir faire tabouler rasa et puis regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, là, le RHDP joue sur deux piliers. Un, il y a cette force de mobilisation. De deux, il table sur des représentants par région qui ont une force assise. Même si on peut dire qu'il y a la tricherie qui rentre dedans, mais ils ont un ancrage national, un local. C'est de ça il s'agit. Si, au-delà de ça, là, si tu ne veux pas faire cette analyse, mais ça ne sert à rien de faire la politique. Ça ne sert à rien parce que la seule solution qui va se présenter à toi, c'est de prendre les armes pour venir renverser. Étant donné que ce n'est pas ça, notre culture, et on n'a pas les moyens de faire ça, la seule chose qu'on a, c'est de pouvoir analyser la situation, faire le mea culpa, régler nos petits problèmes pour être fort devant le RHDP. À la limite, faire des primaires par région pour voir le poids de chaque personne qu'on peut mettre face au candidat du RHDP. C'est de ça il s'agit. Mais si on veut être là en train de critiquer tout azimut, on finit de critiquer, on fait quoi? Mais on finit de critiquer.
On n'est même pas dans une logique de mobiliser l'ensemble des Ivoiriens pour aller au vote. 2, on est toujours en train de se critiquer et de s'insulter entre nous et de se haïr. De 3, on ne peut même pas regarder en face nos échecs individuels et collectifs. Mais on fout quoi en politique? On doit quitter devant ça. Donc pour dire à mon frère qui vient de parler tout à l'heure et puis à Kevin Thiam, je n'ai pas insulté Thiam. Je n'ai fait que constater son échec. Et je pense que ça là, le PDCI peut regarder ça. Si tous les Abi Raoul n'ont pas pu gagner, mettons la triche à côté. Abi Raoul, c'est un dinosaure à Makori. Mais si quand tu regardes le taux de participation, c'est que les gens ne sont pas sortis. Là où le RHDP convoie ses militants, il les mobilise pour aller aux élections. Tu vois des vieilles femmes, ah, on n'est qu'à aller voter, on n'est qu'à aller voter. Aujourd'hui, là où nous on a perdu, j'ai chuté là où nous on a perdu, et je suis en train de dire, on est en train de perdre la culture de l'élection, le RHDP est en train de gagner cette culture de l'élection. Et malheureusement, ça se constate dans les urnes. Vous-même qui êtes allé aux élections, vous avez été incapable de mobiliser vos militants pour aller voter contre la... Vous n'avez pas eu le temps de même surveiller les bureaux de vote. Rien. Mais c'est les autres là qui ont dit... On ne pèse rien. Nous là, on ne pèse rien. On était candidat indépendant à la limite. Voilà, on dit parti cinquantenaire. 10 ans pour vous préparer. 10 ans pour vous préparer la zéro. 10 ans pour vous préparer, c'est pour dire que vous ne pèsez rien. Oh, faut laisser ça. Toi, tu as un problème avec Bion. Va régler ça avec lui là-bas. Tu as un problème avec Thiam aussi. Tu me parles de Bion. Non, Bion, c'est un individu. Non, votre problème c'est Thiam, c'est pas PDCI. Votre problème c'est Thiam, c'est pas PDCI. Mais c'est pas celui qui est le président du PDCI que je parle de lui. Bion, il est président de quoi? On va allumer votre leader aussi, on va l'allumer. Mais allume-le pendant que toi, t'es député. Vous avez foutu quoi? Vous avez foutu quoi? Pardonnez. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur les propos de Gap. Non, moi, c'est simplement ce que j'aimerais dire à M. Gap. En fait, M. Gap, excusez-moi, mais vous allez dans tous les sens. Parce que vous ne pouvez pas reprocher en même temps, dire que c'est parce que les gens ne sont pas sortis, d'accord, que nous sommes à ce résultat. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, les élections législatives en Côte d'Ivoire. Vous connaissez les taux. Les élections législatives précédentes qu'il y a eu, en Côte d'Ivoire, le taux était de 36% en termes de participation. D'accord? C'était 36%. Donc, il faut pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas eu de vote massif. Le véritable problème aujourd'hui, j'ai donné 2 exemples. Vous dites que les gens ont la culture de donner les chiffres, mais ce sont les chiffres qui déterminent en fait les voix. C'est pas, je sais pas, hein, peut-être il y a quelque chose d'autre, mais ce sont les chiffres. Quand on dit telle personne a gagné, les voix là, ce sont les chiffres. Faut qu'on soit clair. Vous dites que M. Assalé Timoko, pour des élections locales, il va informer les chancelleries, il va informer tant. Je peux vous dire que la CEDEAO, par M. Guy-Marie Sagna, en a parlé, hein, ce qui s'est passé hier, il a fait une publication là-dessus. D'accord? C'est très important ce qui se passe au niveau des élections et c'est grave. Je dis et je précise à nouveau que ce n'est pas une question, d'accord, d'un échec de M. Tidiane Thiam. Parce que les nombres de sièges que le PDCI a aujourd'hui, est-ce que cela reflète véritablement la réalité? Parce qu'en dehors d'Assalé Timoko, d'autres candidats PDCI se sont aussi plaints, d'accord, de nombreuses fraudes et irrégularités qu'il y a eu dans leur bureau de vote. Des gens ont filmé, d'accord, ce qui s'est passé dans certaines zones. Mais est-ce qu'on prend cela en compte? Non. Les gens déroulent le rouleau compresseur et ils disent ce qu'ils ont fait, c'est comme ça. Vous-même, vous venez de dire quelque chose. On ne va jamais changer la CEI. Parce que pour vous, pour changer la CEI, il faut un coup d'État. C'est grave ce que vous dites comme propos. C'est-à-dire que vous faites un aveu que à partir du moment où on doit battre le RHDP, votre unique solution, c'est que peut-être tous les Ivoiriens sortent pour aller voter. Mais ce que vous oubliez, il faut mobiliser les Ivoiriens. Mais c'est ce que... Pour aller faire ça, faut pas dire. Monsieur, quand vous dites faut mobiliser les Ivoiriens, il faut mobiliser massivement les Ivoiriens, on est d'accord? Ah oui, c'est d'accord. Vous n'avez pas précisé, excusez-moi. Dans les urnes. Excusez-moi, dans les urnes. Mais oui, dans les urnes. Mais attends, mais monsieur, quand on les mobilise là, c'est dans les urnes. Vous n'avez pas dit le taux, mais quand vous dites massivement, il faut mobiliser de nombreux Ivoiriens, peut-être atteindre même les 90% ou 80%. Vous n'avez pas déterminé le taux. Mais ce qui est intéressant, monsieur, à la fin, c'est la CEI locale et la CEI centrale qui tranche.
Ce n'est pas les Ivoiriens, en fait. C'est-à-dire les Ivoiriens vont dans l'urne, là. Mais à la fin, là, c'est CEI local et la CEI centrale qui compile et qui tranche. Il y a eu des compilations, des gens se plaignent. Et cela n'est pas pris en compte, cher monsieur. Comment vous faites? Il y a un véritable problème. Et le problème en Côte d'Ivoire, c'est cette CEI. Si vous ne voulez pas nommer, c'est cette CEI. Même s'il y a 10%, il y a 20%, la CEI joue un franc jeu de transparence. Vous verrez que les choses ne seront pas comme on le voit. J'ai précisé, j'ai donné Bundiali 100%. Au dîner 100%. Il y a quelqu'un qui a marqué Korogo 100%. Je n'ai pas vu pour Korogo. Vous trouvez ça normal dans un pays? Vous trouvez cela normal? À un moment, il faut qu'on se respecte. Quand il y a un mal, ne cherchons pas de bouc émissaire. On a mal dans notre système électoral et cette commission électorale indépendante est un poison. Il faut le nommer, il faut l'indexer, il faut avoir le courage de le dire. Merci. Merci. Oui, oui, tu en poses. Hein? Amisha, tu voulais faire quoi? Une motion? Une motion. Oh ouais. En fait, j'aimerais préciser que dans une élection, normalement, on peut avoir 100%. Paul m'explique. Parce que si le candidat, il est unique, on fait le nombre, parce que ça se base sur le nombre de votants, et on soustrait le nombre de bulletins nuls, et bulletins nuls et bulletins blancs. On soustrait ça. S'il n'y a pas eu de bulletin blanc, s'il n'y a pas eu de bulletin nul, alors le candidat qui obtient la totalité des voix exprimées peut faire le 100%. Parce que le taux de participation tient compte de ceux qui sont décédés, de ceux qui sont malades, qui n'ont pas voté, tout ça là. Ok, merci Amisha. C'est au nord là-bas, ça s'est passé. C'est là-bas, on peut faire 100%. Ils sont eux là-bas. Oui, en réalité, tu voulais dire quelque chose. Ben, on va donner la parole à Wai. Oui, je voulais... Bonjour déjà, bonjour Clarisse. Bonjour. Bon, je me souhaite moi-même déjà bonne guérison parce que ça fait une semaine que je vais bien. J'ai fait l'effort de monter parce que bon, j'ai vu il y avait quand même un sacré potentiel, donc je profite de l'occasion pour pouvoir échanger avec ceux qui sont sur le panel. Bon, j'ai une question qui est vraiment très sensible, mais je tiens quand même à l'évoquer. Donc je vais m'adresser directement à Insan parce que c'est lui qui est concerné le plus. J'ai vu qu'Insan avait eu à échanger avec quelqu'un. En réalité, je n'ai pas compris ton français là. J'ai fait quand même l'effort de monter, ça veut dire quoi? Soit tu es occupé ou bien tu... Je suis malade. Ouais. Tu vas pas demander à quoi tu vas rester. Une attaquante de pointe. J'ai dit ça va pas. Les sorciers, ils m'ont loupé encore, mais bon, ça va aller. Ils sont vêtus. Vas-y. Ok, donc ma question c'est à Insan parce que bon, il a eu l'occasion d'échanger avec M. Tchak, j'ai vu qu'il a fait une interview avec lui, une émission. Bon, j'espère qu'il va encore le revoir. Hein. Donc, quand il aura l'occasion, j'espère qu'il va lui poser cette question. Nous avons un rapport de l'ONU qui a été fait en 2016. Je crois qu'ils sont d'être au courant de ça, ainsi que l'ensemble des panélistes. Ce rapport nous dit qu'il y a eu à peu près 300 tonnes d'armes qui sont rentrées en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011 et bien avant cela. Tout est détaillé, tout est précisé, le type d'armes, qui a acheté les armes, qui a fait rentrer les armes, qui a distribué les armes. Tout est écrit là-dedans. Voilà. Donc, pour une fois, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas qui a fait. Voilà. Là, il y a un rapport de 2016. Il faut aller juste lire et comprendre, voir le contenu. Donc, on sait qu'il y a une personne qui a été citée à plusieurs reprises. Et il y a beaucoup de personnes, mais vraiment une personne qui a été citée plus que les autres. Et cette personne a joué un rôle important pendant la rébellion. M. Thiam a saisi l'ONU ainsi que M. Laurent Gbagbo. Là, c'est un petit ricochet pour voyer. Hein. Les deux ont saisi l'ONU. Le rapport a été fait par l'ONU. On nous dit qu'un tiers des armes, à l'époque, quand il y avait eu la crise, provenaient de cette violation de l'embargo. Là. Donc, quand M. Thiam et M. Gbagbo Laurent saisissent l'ONU, est-ce qu'ils ont évoqué que vous, l'ONU, là, vous avez signalé qu'il y avait eu des personnes qui ont violé l'embargo et qui sont encore au pouvoir en ce moment en Côte d'Ivoire. Et nous, on estime qu'ils ne sont pas légitimes à refuser que notre candidature qu'on soit inscrit pour les prochaines élections. Est-ce que ça, cette question-là, elle pourrait être posée à M. Thiam, ou bien est-ce que, bon, elle pourrait être évoquée? Parce que je ne comprends pas comment il y a un rapport de l'ONU qui est établi. On saisit l'ONU sans évoquer ce rapport. Et l'ONU sort à prendre une décision pour dire, bon, nous, on ne peut pas intervenir parce que, bon, c'est une affaire interne ou je sais pas, qu'est-ce que c'est qu'on connerie, là? Mais c'est vous qui avez fait le rapport pour dire que, quand même, ils ont violé l'embargo, voilà la quantité d'armes qu'ils ont fait rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà tout ce qu'ils ont fait comme service, tout ce qu'ils ont pillé comme diamant, comme or, tout ce qu'ils ont fait, tout est là-dedans. Donc, normalement, c'est un argument de poids pour obliger l'ONU à intervenir en faveur des opposants.
Donc, je ne comprends pas comment, bon, ils ont pu saisir l'ONU sans évoquer ce rapport-là. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous avons en Côte d'Ivoire beaucoup d'entreprises européennes occidentales qui signent des contrats avec l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Pour la plupart de ces contrats-là, on voit qu'il y a quand même, c'est pas équitable, voilà. Ce que l'État de Côte d'Ivoire gagne et ce qu'eux remportent, en général, c'est pas clair. Je prends pour exemple le métro d'Abidjan. Il y avait une entreprise sud-coréenne qui devait faire ce métro-là à un tarif, je crois, 5 fois moins cher que ce que la France a proposé. Et au final, ils ont proposé quand même, la Côte d'Ivoire a donné le marché quand même à la France. Pourquoi j'évoque cela? Parce qu'on a vu que il y avait, bon, de ce que j'ai en mémoire, il y avait une affaire des diamants de sang, où certains opposants des pays africains et des associations ont dit non, qu'il y a des grands acheteurs de diamants aux Pays-Bas, en France et en Belgique, qui financent beaucoup de rébellions, et après ça, ils viennent acheter le diamant là avec ces personnes-là. Mais c'est la même chose. Pourquoi beaucoup de cadres du PDCI, du FPI ou bien d'autres personnes de l'opposition ne vont pas poser plainte directement auprès des justices françaises et occidentales, parce qu'ils ont le droit, hein, et les justices européennes, elles sont indépendantes. Ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire. Elles vont enquêter sérieusement, elles vont voir si oui ou non ces entreprises-là sont liées à un financement quelconque. Voilà. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que quand on voit le prix du métro, au début l'entreprise sud-coréenne avait proposé 5 fois moins, et maintenant on se retrouve à payer 5 fois plus. Donc, déjà c'est interdit en France, c'est illégal, on n'a pas le droit de surfacturer, on n'a pas le droit. Et en plus pour un pays du tiers-monde. Donc déjà, moi je pense que déjà les partis politiques comme le PPAC et le PDCI, des grands partis, doivent saisir la justice française, même pas seulement pour le métro, hein, mais pour beaucoup d'entreprises qui ont des contrats de ce genre. Beaucoup d'entreprises, il faut poser plainte, de manière à ce que ces entreprises-là vont se retrouver maintenant à ne plus collaborer avec l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'agit de ça. Tout à l'heure, quand il nous a parlé de, il faut s'adresser aux chancelleries. Oui, il faut s'adresser. Elles sont pas comme en Afrique, hein. Elles vont enquêter réellement. Donc, tous ces contrats-là doivent être décortiqués par la justice. Si seulement les partis se disent responsables, ils vont tout simplement faire des plaintes. Sinon, moi, je ne comprends pas l'opposition. Voilà. Je ne comprends pas l'opposition. Je n'ai jamais compris le PDCI, ni le PPAC. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement. Je ne sais pas. On sait tous que c'est le FMI et l'Occident qui a mis Ouattara là. Et pour l'idéologie, il va falloir s'élever très tôt le matin. Donc, ce sont des petites actions, comme on va dire, petites actions, mais qui auront forcément un impact. Il faut faire énormément de dépôts de plainte, de manière à gêner ce pouvoir-là. Et la Côte d'Ivoire va devenir, comme on dit, un pays, comme on va dire, une personne qu'on ne peut pas approcher. Voilà. On dit personne non grata, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est important. Dernier point, j'arrête par là. On a vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de procédures qui ont été entamées pour détournement de fonds. Beaucoup de procédures. Ça a impliqué plein de personnes. Big Togo, ça a impliqué à peu près une vingtaine de ministres, sans compter tous les grands directeurs d'institutions. À peu près, moi j'ai compté à peu près à l'époque 200 personnes. Et je suis monté sur le panier de Clarisse. J'ai été quand même assez explicite là-dedans, j'ai montré tout. Au moins 200 personnes. Qu'attendent le PPACI, le PDCI pour pouvoir tout simplement poser plainte? Parce qu'on a le droit de poser plainte en Occident ici pour les biens mal acquis. Qu'est-ce qu'ils attendent pour poser plainte encore une fois de plus pour pouvoir nuire au pouvoir en place? Voilà. Parce qu'il faut faire des actions pour nuire au régime en place, parce que c'est eux qui ont soutenu la Ouattara, mais ce n'est pas la justice française qui a soutenu Ouattara. C'est le gouvernement français et occidentaux, mais ce n'est pas la justice européenne. Qu'est-ce que les partis d'opposition attendent pour pouvoir poser plainte, pour pouvoir vraiment marquer le coup et nuire vraiment au régime Ouattara? Bon, je m'arrête par là. Si Kevin, Vincent ou Wahi peuvent répondre à la question de régime. Merci. Quand je descends carrément parce que je ne suis pas bien, mais j'écoute en bas. Ok, mais la question était destinée à Wahi ou à... Réalité ne descend pas parce que j'ai vraiment pas compris en fait. Wahi, nous sommes avec Kevin. Wahi, vas-y. T'as pas compris quoi? Sur l'ONU, sur les biens mal acquis ou sur... Je viens à peine de garer là, donc j'entendais mais difficilement. J'ai pas compris le fond de ton intervention. Je pense que tu avais des questions, en fait. Ok. Je reprends, parce que moi ça m'intéresse, parce que je sais que ce genre de questions, les gens n'aiment pas. Voilà. Ce genre de questions, Non. À la fin, j'ai compris que des partis politiques comme le PPACI, le PDCI pourraient saisir des opportunités pour pouvoir rester à l'étranger. Oui, vas-y. Je vais répondre. Je dis, il y a un rapport de l'ONU qui a été fait en 2016, et ce rapport nous dit qui a fait la violation de l'embargo pour faire rentrer les hommes en Côte d'Ivoire. Et le rapport là, il détaille tout dans les moindres détails. La dernière fois, j'ai voulu te le montrer. Je crois que tu n'as pas vu l'importance de ce rapport. Mais ça nous dit énormément de choses.
énormément de choses. Ils évoquent même un tiers de l'armement ivoirien et ça nous dit qui a acheté les armes, qui a fait rentrer les armes, qui a distribué les armes. Oui, ça j'ai compris, tu en avais parlé la dernière fois. Donc, qu'attendent le PPACI, le PDCI, quand ils ont saisi l'ONU, là, pourquoi ils n'ont pas dit, mais attendez, vous, l'ONU, là, vous avez fait un rapport pour dire que voilà, les gens qui ont acheté les armes ont violé l'embargo. Qu'en est-il déjà de la violation de l'embargo? Et maintenant, pourquoi ce sont ces gens qui ont violé l'embargo qui vont nous empêcher, nous, d'être candidats? Première question. Allô? Oui, j'ai bien compris cette question, Okay. par contre. Deuxième question, je parlais des diamants de sang. J'ai fait le lien avec le diamant de sang pour dire que il y a beaucoup de compagnies européennes qui prennent des contrats avec le gouvernement Ouattara et qui surfacturent. Voilà, donc il va falloir à un moment donné que les partis, le PPACI, le PDCI posent plainte contre ces entreprises-là parce que c'est illégal en Occident de faire ça. On n'a pas le droit de surfacturer. Je prends l'exemple du métro. La compagnie sud-coréenne voulait prendre le marché à 5 fois moins cher et on se retrouve maintenant à payer 5 fois plus. Donc il y a beaucoup de contrats de ces gens qu'il va falloir poser plainte parce qu'on a le droit de poser plainte. Et les justices européennes, là, elles sont vraiment indépendantes. Elles vont vraiment suivre le dossier et ça va nuire un peu à l'image de M. Ouattara. Maintenant, le dernier point, j'ai parlé des détournements de fonds. Il y en a eu pas mal, il y en a eu à peu près 200 personnes que j'ai compté, 200 au cas du RAGP, qui ont fait énormément de détournements de fonds et c'est public. Hein. Les détournements de fonds, là, les biens mal acquis, là, ici en Occident, on peut poser plainte en France, ici en Occident, et lancer ce genre de procédures pour les biens mal acquis. Parce qu'il y a déjà une enquête qui est ouverte. Ces gens ne peuvent pas faire des détournements de fonds en Côte d'Ivoire et venir se balader en Occident. Donc, à un moment donné, il va falloir que l'opposition pose plainte contre ces personnalités-là, qu'attendent le PPACI et qu'attendent le PDCI. Bon, je m'arrête là. Merci. Merci. Déjà, j'ai bien compris tes préoccupations. Hein. Je pense qu'on en a parlé déjà. Pour permettre à Insan, Clarisse, je te salue, hein, ma soeur chérie. Je salue tout le monde sur le panel et puis ceux qui sont en bas. Pour permettre à Insan, et puis je pense que c'était Kevin aussi à qui étaient destinées les questions. Quand il parle de l'ONU, il parle de la lettre. Hein, la principale lettre du président Gbagbo Laurent en vue, enfin que ses avocats puissent interpeller la CPI hein, par rapport à l'acte 2, Côte d'Ivoire acte 2. C'est de ça qu'il parle quand il parle d'ONU. Donc on a tendance à un peu mélanger les choses. Gbagbo Laurent n'est pas parti porter plainte contre quiconque, qui que ce soit au niveau de la CEI. Non. On l'a dit, on a discuté la dernière fois. Gbagbo Laurent a été acquitté au niveau de la CEI avec Charles Blé Goudé. Gbagbo Laurent a relaté la situation ivoirienne, ce qui a poussé la crise. Il a relaté tellement bien d'où il est parti à la CPI et il est sorti. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle de la première fois quand ils ont saisi l'ONU pour demander à Ouattara... Je viens. Tu dis pourquoi l'on ne ressaisirait pas l'ONU et autres. Ça, j'ai très bien compris. Non, absolument pas. J'ai dit quand ils ont saisi l'ONU, pourquoi ils n'ont pas insisté pour dire que c'est le régime en place qui a Laisse-moi terminer, frère, s'il te plaît. OK? Donc, je disais simplement qu'à ce niveau-là, il ne faisait que relancer une procédure qui était ouverte justement, qui avait commencé au niveau de la CPI, parce que la CPI n'a jamais dit que la Côte d'Ivoire n'a pas perdu des gens. Cependant, elle dit que eux, ils étaient acquittés. Donc, les coupables sont quelque part d'autres. Et il faut forcément faire de la lumière dessus. Le disant Gbagbo Laurent, il dit ce que tout Ivoirien aurait pu dire. Ça, c'est la première chose. La lumière a été faite dans le rapport. Dans le rapport, on dit qui a fait. C'est Soro, tu nous as dit ça ici. Ok, mais c'est pas seulement que Soro, il y a d'autres personnes. Bon, je continue, frère. Il y a un parterre d'intervenants, donc chacun pourra revenir là-dessus. Moi, je veux toucher un point essentiel, le débat même du jour. Donc, je veux pas qu'on reste. C'est vrai que c'est des préoccupations que tu as, donc on essaie de répondre. Ok, donc ouais, tu m'as coupé dans mes idées. Donc, partant de ce fait, j'ai l'impression souvent, enfin, ces derniers jours quand tu parles, que tu résumes la Côte d'Ivoire au PPACI, au PDCI, qui sont des organisations privées politiques. D'accord, la Côte d'Ivoire, c'est toi aussi. Tu dois t'y voir, même si tu as changé de nationalité ou quoi. Tu peux aussi, ayant ces informations et ces dossiers-là, rester aussi contre ces individus-là. Pourquoi pas? Pourquoi tu ne peux pas le faire? À Salé, oui, tu as me dit que c'était un élu local, un député ou quoi que tu veux, mais il n'était pas forcément de tel ou de tel parti. Hein. Donc, ça ne se résume pas au PPACI, au PDCI, encore moins à quiconque. C'est tous les Ivoiriens. Et ça me permet, quand je dis ça, de rebondir sur la situation de la Côte d'Ivoire actuellement, la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire actuellement, la situation électorale de la Côte d'Ivoire actuellement. On a dit ici, j'ai entendu Gap le dire, l'on aurait fait des appels pour ne pas que quelqu'un vote ou bien... Non, le vote là, c'est un acte libre. Moi, j'ai jamais fait appel pour que quelqu'un ne vote pas ou bien pour que quelqu'un vote. J'ai dit, Ouahi ne votera pas.
parce que la démocratie en mal. Ouais, il ne votera pas parce que l'occupation en Côte d'Ivoire, l'occupation s'est vécue sous sa forme coloniale à l'époque, mais aujourd'hui, elle se vit encore sous d'autres formes. Et c'est cette occupation-là qu'il faut condamner. Il faut plébisciter, il faut se battre pour la démocratie. Ce n'est même pas en partant forcément par les unes. On va par les unes parce que, oui, on veut renverser quelqu'un, on veut... Mais la personne même d'abord, là, est-ce qu'elle remplit les conditions? C'est-à-dire que l'organisateur lui-même, je ne parle même plus de la personne, j'ai déjà dit, elle ne remplit pas les conditions, mais l'organisateur des prétendues élections, là, est-ce qu'ils remplissent les conditions, je veux dire de la loi? Est-ce qu'ils sont conformes au règlement? À partir de là, c'est en ce moment-là qu'on dit, l'on ne boycottera pas parce qu'on pense qu'il n'y aura pas de tricherie, la perfection, elle n'est pas du monde. Mais à la limite, les conditions sont établies pour que l'on parte se présenter ou que l'on ne boycotte pas et autres j'en passe. J'ai vu Do parler, Do du PDCI. Mon frère Kevin ici nous a tellement dit le PDCI, le parti de paix, a fait ceci, a fait cela. Aujourd'hui, l'entraîneur se plaint. Il a dénoncé la mascarade qui était, n'est-ce pas, installée pour pouvoir l'éloigner du Parlement parce que simplement, il pouvait dire haut et fort ce que les gens avaient peur de dire. Donc, le RDF visait principalement à l'éliminer. Donc, pourquoi il part? Quand il part dans une disposition où il y a une mascarade, c'est pas qu'il boycotte les élections en ne partant pas, mais il demande que des élections soient organisées dans des conditions. Quand Gbagbo Laurent dit on ne boycotte, c'est pas bon de boycotter les élections en tant qu'un parti politique, on est d'accord, et puis c'est vrai, mais il ne dit pas de partir à des élections à tout prix. Il y avait ce qu'on appelait, je veux dire, la démocratie, là. Même si elle était embryonnaire au temps de Gbagbo Laurent, elle avait commencé un temps soit peu exister. Quand il lutte pour le multipartisme, il lutte pour la libre expression. Mais aujourd'hui, la démocratie est en train de foutre le camp. Et des Ivoiriens s'asseyent sur des panels, ils veulent conscientiser d'autres qui veulent voter ou qui ne veulent pas. Mais non, il faut parler du principe d'abord du vote. Il faut parler de l'existence même des conditions du vote. Il faut parler de la liberté d'expression. Il faut parler de ces choses-là avant de parler de quoi que ce soit. C'est pas parce que je ne sais pas moi. Il faut qu'on arrive à une Côte d'Ivoire plus juste. Je vois ces slogans-là de plus en plus sur des panels, sur des publications, et je suis d'accord. Une Côte d'Ivoire plus juste là, c'est celle où la liberté d'expression sera démise. Des gens sont emprisonnés simplement pour leur expression, simplement pour leur pensée. Mais nous qui sommes sur le panel là, dites Dieu merci, ou bien on dit Dieu merci, parce qu'on est loin. Mais si on est en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui nous arrive? Et puis même le loin là, qui dit qu'ils ne peuvent pas toucher des gens pour venir nous arrêter? Quels gens qui vont venir vous arrêter en Europe ici et puis vous expédier à la Côte d'Ivoire si ce n'est pas des gens qui sont d'accord avec l'occupation et la colonisation sous sa forme moderne? Mais c'est ce qu'il faut combattre. Il faut arriver à un pays plus juste. Il faut arriver à une nation plus juste, où l'intérêt de la nation prime au-delà de l'homme fort. Si on pense que, bon, il est fort, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire. Si on parle, on nous fait ceci, on nous fait cela. Mais si après lui, il y a un autre fort qui vient, il y a un autre fort, dans toutes les générations, il y aura des forts. Mais si la force de la loi ou la force du peuple est plus fort que le fort, en ce moment-là, le fort sera obligé de se soumettre au principe. C'est ce que l'Ivoirien d'abord doit comprendre. Nous sommes un peuple hétéroclite, un peuple venu de partout. La Côte d'Ivoire, c'est comme un no man's land où chacun occupait sa portion et puis s'en fout du reste. Il n'y a pas l'esprit nation, il n'y a pas l'idée de nation. Et puis, c'est pas moi qui le dis, hein. Même le droit le dit tranquillement. Le sentiment d'appartenance. On n'a pas de langue commune, on n'a pas quelque chose qui pourrait nous mettre ensemble et nous booster. Vous pensez que, même regardez les pays, les jeunes pays de la sous-région ici, de l'Afrique de l'Ouest, vous pensez que des conneries comme ça, là, les gens, ils peuvent faire ça partout comme ils veulent, quand ils veulent? Non, ils peuvent pas, parce que le peuple a un sentiment d'appartenance. C'est une nation qui peut se lever comme un seul homme. Aujourd'hui, je suis content. Pas content de l'échec des gens qui sont partis aux élections. Je parle des opposants qui sont partis aux élections législatives. Mais je suis content qu'ils comprennent aujourd'hui que le combat là, c'est pas de coûte que coûte se présenter ou de coûte que coûte partir, mais le combat est tout autre. C'est le combat de la liberté. C'est le combat de la démocratie. Bon, Gab qui parle tout à l'heure, il était tout feu, tout flamme quand il parlait de Gbagbo Laurent aux côtés du COJEP. Je fais un point aujourd'hui. C'est vrai que le COJEP, vous me direz, n'ont pas de récépissés, n'ont pas eu de trucs, mais ils ont des candidats qui sont partis indépendamment, de façon indépendante, en candidat indépendant. Je prends un point. Si une dizaine, par exemple, de candidats, dites-moi un seul qui a gagné. Un seul. Ce temps-là n'aurait pas fallu, si vous vouliez vraiment aller aux élections, pour dire aux gens combien ces candidats-là peuvent être profitables pour leur région, pour dire aux gens quelle peut être leur valeur ajoutée.
Mais le temps a été de critiquer Gbagbo Laurent, de critiquer les affaires internes de Gbagbo Laurent, je dis familiales de Gbagbo Laurent, ou de parler de comparaisons qui n'ont même pas d'attrait politique. Et aller zéro à la base. Mais après, ils nous disent aujourd'hui que les dés sont pipés. Est-ce que c'est parce que Gbagbo Laurent disait? Est-ce qu'il ne disait pas que la démocratie a mal? Est-ce qu'il ne le disait pas? Assalé Timoko aujourd'hui dénonce un état de fait. Gap lui nous pas de... il faut mobiliser les gens pour... Je ne pense pas que Assalé Timoko ait manqué de personnes dans les bureaux de vote, ait manqué de personnes mobilisées. Mais il y avait la volonté manifeste. Ça, c'est mon analyse que je fais, tel qu'il le décrit. Mais il y avait la volonté manifeste de dégager un Assalé Timoko qui devenait gênant. Il y avait la volonté manifeste d'enlever l'immunité parlementaire sur Assalé Timoko qui devenait gênant, qui peut parler de tout sujet, mais être à l'aise pour dénoncer, mais au profit des Ivoiriens, être à l'aise pour... Ça, il faut en parler. C'est un manque de démocratie et c'est pas normal. Aujourd'hui, là, j'attends que l'on vienne nous dire c'est vous qui n'êtes pas allé voter, pourquoi on a perdu. Ouais, on nous a dit c'est au présidentiel. Gbagbo a lancé un mot d'ordre. Mais il a lancé quel mot d'ordre au législatif? Il a lancé quel mot d'ordre au législatif pour ne pas que ceux qui le disaient là puissent gagner ne serait une seule position? Quel mot d'ordre? Il a lancé quel mot d'ordre? Et pour se faire plaire par ricochet, il faut féliciter même le candidat de Guy Bérois. Bravo. Mais à Guy Bérois, j'avais aussi un candidat qui était là-bas, non? Ou bien ça va m'ouvrir des débouchés, par exemple, pour avoir mes documents, je veux dire, mon récépissé, ou encore dégeler mes comptes et mes banques. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, moi je pense qu'il y avait lieu même. Oui, dans la campagne, la femme a dit qu'elle les a traités des zozos qui n'ont qu'à la fermer. Sinon, elle va parler. Ils vont prendre l'argent chez elle là-bas. Mais justement, au contraire... Il fallait la féliciter. Au contraire, il y avait lieu même, hein, pour Charles Blé-Goudé principalement, hein, mais de dénoncer cette dictature qui se passe en Côte d'Ivoire, de dénoncer ce manque de démocratie, au-delà de tout, qui est condamné par contumace et constater même son absence par un huissier pendant qu'il habite à Yopougon et que c'est la Côte d'Ivoire qui l'a envoyé lui à La Haye. Non, mais c'est pas sérieux, c'est pas normal. Et c'est de ça qu'on parle. Les prophètes de la paix pendant que tout va mal, hein. Tout le monde peut le faire. Mais quand on finit là, c'est un intérêt personnel qu'on cherche. Quand on cherche un intérêt commun, un intérêt national, on parle des problèmes de la nation. Et les problèmes de la nation encore aujourd'hui là, c'est que nous avons quelqu'un qui fait aujourd'hui un 4e mandat. 1, 2, 3, 4. On s'en fout de l'écriture de la Constitution. On s'en fout. Parce que quand on va parler premier mandat d'une 3e République, mais on sait compter. Nous savons tous que dans l'esprit de la loi, la limitation du mandat s'arrête à 2. Il n'y a aucune loi, hein, je parle dans son esprit, qui va venir nous, ou un juriste qui va venir nous expliquer ce principe-là. C'est erroné cette explication. Ok? Il faut commencer par combattre ça, par en parler dans tous les cas. Mais pas se résigner parce qu'on n'a pas la force de... Non, en démocratie ou pour la lutte pour la liberté, on n'a jamais eu la force auparavant. Hein, non, hein. Toutes les luttes qu'il y a eu pour les libertés, là, ce n'est pas des gens qui avaient la force auparavant. Mais c'est des gens qui avaient le pouvoir de dénoncer, qui avaient le courage et l'audace de dénoncer. C'est comme ça aujourd'hui, vous voyez la France et vous voyez toutes ces grandes démocraties où vous vivez. Je vous donne un pays, par exemple, comme l'Irlande que j'ai visité. Un pays comme l'Irlande, un petit pays, un jeune pays, mais fort en ancrage démocratique. Parce qu'ils se sont battus, ils ont refusé la forfaiture. Vous pensez qu'il n'y avait pas eu des hommes forts là? Mais si, parce que l'Irlande était sous l'ancrage de l'Angleterre, non? Du Royaume-Uni, je parle de République d'Irlande. Mais à part ça même, il y a eu des hommes forts à l'intérieur, mais on luttait pour leur ancrage, pour leur démocratie, et aujourd'hui ils le sont parce que tout le monde parlait d'une seule chose, la liberté. Mais parce que ça n'a pas de prix, ça se dit. Je ne dis pas aux gens de sortir dans la rue, je ne dis pas... Aujourd'hui nous sommes dans un monde civilisé et moderne, et il n'y a plus... La lutte est multiforme. Oui, 2 minutes maintenant, mon frère chéri. 2 minutes, c'est bon? Oui, bien sûr, j'étais en train de chuter. La lutte est multiforme. On peut lutter sur plusieurs formes. Par exemple, ce que je fais ici, moi je suis souvent Insan. Hein? Ben, tout ça, je parle de tous ceux, hein, pas Insan principalement. Je parle de Wada, mon frère, mon très cher Wada qui est là. Et tous ceux qui interviennent, mais dans le sens de dénoncer ce qui ne va pas, de dire ce qui est juste, par exemple. Et si on veut pas comprendre ça, et quand on pense que notre problème ou notre échec, c'est parce que Gbagbo Laurent, on est fatigué. Gbagbo Laurent, il est au choix de sa vie, hein.
on prie qu'ils vivent encore très longtemps. Demain, s'il n'y a plus Gbagbo Leroy, il n'y aura plus de Côte d'Ivoire. Il y a un deal avec X, Ayopou, Y. Il faut trouver toujours des parades pour pouvoir expliquer la situation de la Côte d'Ivoire. Pendant que la principale situation, le principal problème de la Côte d'Ivoire, c'est le manque de démocratie. Et nous sommes en train de partir, ils sont en train de nous replonger encore 100 ans en arrière. Ils sont en train de nous envoyer vers un parti unique en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut dénoncer. Il faut faire attention à cela. Il faut dénoncer quand on entend des propos où quand tu n'es pas avec nous, tu laisses ta bourreau, tu laisses pas ta bourreau. Je ne sais, c'est pas des expressions, je veux dire, qui entrent à la démocratie, ça. Et c'est des choses qu'il faut dénoncer. Voilà, Clarisse, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, c'est déplorable, mais ça ne pourrait pas être autrement dans ces sphères-là. Quand c'est biaisé au niveau des élections législatives, et présidentielles, qu'est-ce que nous attendons? QIB a dit ici, quoi? Pour faire une révision des listes électorales, pour faire la RLE qui va permettre de pouvoir partir aux élections présidentielles, la principale. Et nous dit que la loi demande qu'on fasse ça chaque année, mais ne dit pas quand. Et lui, il aura l'occasion de le faire, mais il y avait la volonté de ne pas le faire pour les présidentielles. Et ça, quand on a commencé à décrire, où étaient ceux qui sont en train de parler aujourd'hui là? Il nous a dit qu'il va faire ça avant les législatives. Il a fait ça quand? Il a fait ça hier peut-être. Ou il a fait ça juste avant les votes. Mais c'est pas sérieux tout ça. Pourquoi on ne peut pas en parler? Ok, merci. Même motion. Merci, Wayi. Non, chose à attendre d'abord. Garde pas temps, s'il te plaît. Wata, vas-y. Tout le monde va s'exprimer sur le sujet d'abord. Ok. Merci beaucoup, maman Clarisse. Bonjour à tout le monde. Le frère Gab, le frère en réalité, prompt rétablissement. Hein. Ouais. Wayi, l'homme du moment. J'espère que tu vas bien. Salutations à toutes vos familles respectives. Moi, j'ai écouté vraiment les frères, les grands frères qui sont là. Et moi, ça me met du baume au cœur. Parce que si on a cette occasion quand même de s'exprimer sur tout ce qui se passe. Wata, attends. N'oubliez pas mon poulet. Hein. Après, demain, que c'est tranquille. Faut dire en même temps. De toute façon, ça, c'est une obligation. Alors, merci beaucoup. Voilà. Donc, je dis, moi, je suis très heureux, hein, voilà. Parce que je pense que après ces élections législatives, il faut que vraiment l'opposition dans son entièreté puisse vraiment faire un bilan. Voilà. Quand je dis un bilan, c'est tout le sens. Parce que c'est pas, est-ce que forcément, aujourd'hui, c'est la peine même de venir critiquer, faire des reproches les uns aux autres? Parce qu'il y a une panoplie même de reproches à faire à tout le monde. Parce que nul peut dire qu'il n'est pas responsable aussi de tout ce qui se passe. Parce que moi, quand hier matin, je me suis assis, j'ai dit hier soir, ouais, c'est ça. J'ai dit, je vais essayer de voir un peu de mon petit coin. J'ai fait une étude comparative. Je l'ai dit hier sur un panel, mais maman Clarisse, moi, je suis beaucoup triste. Parce que ce qui est en train de se passer là, moi, je dis, c'est la sociologie ivoirienne même qui est en train de changer. Et si on ne s'y prend pas garde, moi je crains, hein. J'ai des craintes, mais pas possible. Ça veut dire aujourd'hui, on a un parti qui est là, qui se taille la part du lion, et aujourd'hui, qui, par certaines, je sais pas, hein, il peut donner quelques miettes à quelques personnes pour qu'on dise que tout est clair, tout a été bien, ainsi de suite. Quand tu vois ça, tu te poses des questions, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends dans la région de Moronou, non bien c'est où ça? Tu prends RHDP, 7 députés sur 8. Une zone qui était largement dominée par le PPACI. Par le PDCI. Et même le plus affligeant, c'est au niveau de la ME. Et je vois que une zone où on sait que le FPI d'alors était ultra majoritaire. Et quand tu vois aujourd'hui que ils ont 7 députés sur 7, il y a lieu de se poser des questions. Et se poser des questions, ça c'est pas la pénale d'un parti politique, c'est tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Où on va? Parce que je dis, celui qui détient les pouvoirs là, celui qui a les leviers du pouvoir, il peut tout faire. Et maintenant, une chose sur laquelle il va accentuer son avance, c'est la division. C'est la division de l'opposition, ça c'est clair. Tant qu'on va rester au moment où de battre la campagne pour un candidat, on ne fait que des panels pour taper sur l'opposition, des opposants qui attaquent l'opposition. Mais c'est bon, c'est tout bénef. Mais ils ont droit à faire, mais ils se lavent les mains.
quelle stratégie, au moment que ceux-là ils font ça, on met quelle stratégie en place? Mais attends, qui va dire que ces élections-là, qui n'a pas vu des tricheries à ciel ouvert? Hein? Qui n'a pas vu ce qui s'est passé avec IBK dans le Nord? Vous imaginez dans un état de droit. Mais non, celle-là, mais c'est pas possible, elle doit arrêter. Un candidat qui vient s'accaparer des résultats d'une élection. Demain, au vu de tout le monde est là, on voit, mais rien. Parce qu'elle a du pouvoir. Les gars, ce qui nous guette, l'opposition, est plus que notre entendement. Moi, je vous le dis. C'est vrai, aujourd'hui, on va dire non, MGC est parti, COGEP. Moi, j'ai beaucoup de récriminations à faire au COGEP. Et puis souvent, je suis très incisif quand je parle du COGEP. Mais à un moment, est-ce que c'est le COGEP seul qui est responsable de toute cette déroute? Moi, je dirais non. Parce que, franchement, moi, je vous dis, j'ai les yeux quasiment larmoyants quand je parle de ça. Parce que moi, je soutiens comment on appelle ça, le président Guillaume Kibafori Soro. Mais quand je vois ça, je vois tout ça. Nous, notre leader, aujourd'hui, je dis que c'est l'opposant le plus traqué. Non, le parti est dissous, les responsables sont en prison, tout. Mais de son petit côté, il mène sa bataille. Il fait le président Gbagbo qui a donné corps et âme pour cette politique, pour la vie politique ivoirienne. Mais disons-nous aussi, il y a l'âge, c'est un humain comme nous tous. L'âge a avancé, il ne peut pas se mettre au front comme il a fait en 92, dans les années 90 pour réclamer cette liberté, cette démocratie. Moi, je vous dis ce qui est en train de se passer. Les gars, réveillons-nous. Réveillons-nous. Maintenant, vraiment, faisons la politique. Faisons vraiment la politique. La politique, même, sincèrement, c'est dur, hein, ce qui est en train de se passer. Et puis, vraiment, moi, ça a été difficile, ça a été un coup de massue. Quand bien même moi, je n'ai eu aucun candidat, c'est vrai que j'ai apporté mon soutien moral au candidat Konati Sidiki, parce que vraiment, il a toujours clamé haut et fort son amitié pour mon leader. Donc vraiment, j'avais ce soutien moral pour lui, mais il a perdu. Vraiment, je lui dis, bon, c'est une bataille qui est perdue. La vie politique continue. Donc, ceux qui sont là, sur ce panel, hein, on a des personnes, hein, moi je suis un simple militant, on a des personnes de grands intellectuels qui ont des visions, il y a le frère Sang qui est là, il y a le grand frère Gap, ouais, ça c'est les hommes de vision. Donc, où on est arrivé aujourd'hui, essayons vraiment d'uniformiser nos positions. C'est que c'est difficile, les positions ne peuvent pas être uniformes, mais vraiment essayons de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les propositions? Parce que je pense que ces intellectuels qui sont là ont des forces de proposition. Parce que si on va passer notre temps encore, comme ça, on va critiquer. Il y a des choses, quand on critique, on sait qu'on le fait parce que voilà, il faut mettre du baume au moral des militants. Ça c'est important. Mais parfois aussi, les propositions aussi nous font de nous quand même des hommes qui font la politique. Moi j'ai dit, le PPACI, quand ils sont venus, quand tu vois les conventions, les conférences de presse, les rencontres, des échanges avec les militants, et voilà, ça c'est la vie, c'est le dynamisme de la politique, c'est de faire vivre le parti. Parce qu'un parti politique qui ne fait rien, aucune activité, mais tout devient amorphe et puis on est là. Rien. Et ça, le régime en place va jouer sur ça. Et même celui qui va penser qu'il y a quelque chose d'autre, non, on va aller, l'ONU, tout ça. Mais l'ONU, s'inquiète dans un pays à partir du moment où ils sentent qu'il y a des tensions excessives dans un pays. C'est là qu'ils commencent à tendre l'oreille vers ce pays. C'est comme ça l'ONU fonctionne. Hein. Un pays qui est calme, les gars vont travailler. Quelque chose qui va se passer à l'intérieur, là. Ils s'en mêlent pas. Parce que eux, ce qui les intéresse, là, c'est les droits des hommes ne sont pas bafoués. Voilà. Donc nous, là, on peut faire la politique de ce pays-là. On peut faire ça, la politique ensemble. Parce qu'aucune œuvre humaine ne peut être gagnante dans la division. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais moi, je dis, j'ai confiance et j'ai une force conviction que ce peuple-là, ce peuple de Côte d'Ivoire-là, à sa tête les grands leaders de l'opposition-là, je pense qu'à un moment, ils vont voir les réalités en face pour dire qu'à un moment là, il faut cet éveil de confiance là. Allons vers ce peuple, parce que ce peuple nous regarde. Ce peuple de 70%, quand le frère a donné le taux de passement 34% pour les élections législatives. Mais attends, c'est punaise, c'est rien. Mais c'est trop bas. Mais je dirais pas, parce que c'est seulement au RHDP, il faut voir qu'on fait une élection à 100%. Hein. Je veux dire, si je prends 90, je veux dire, mais le reste là, ce reste là est parti où? Les 54% qui sont majoritaires là sont où? Donc je pense que ce peuple-là a besoin de nous entendre, nous qui sommes dans l'opposition, a besoin de nous. Et nous, cette lutte-là, donc à partir du moment qu'elle verra, les militants, les partisans, les sympathisants, les membres, les tout, quand ils verront que vraiment nos leaders là,
parlent d'une seule voix. Nos leaders là font les trucs sans commune mesure, sont là pour le peuple. Mais vous verrez, les choses vont changer. Sincèrement, moi je me dis aujourd'hui là, je le dis, hein, c'est vrai que je vais maintenant venir directement attaquer quelqu'un. Voilà, ceux qui ont passé le temps à dire P44, Soro la frappe, mais ils ont eu combien? 0. Voilà. Au moment les trucs sont en pleine campagne, mais eux, il y a la cible trouvée, c'est Soro ou bien le président Gbagbo. Donc quand tu vois ça, mais quelle est l'ambition? Mais jamais donner P44, comme on peut dire ça sur les panels. Donc, non, mais moi, c'était peut-être la stratégie de campagne. Bon, moi, je sais pas c'est quelle stratégie. Je trouve que c'est tellement nul parce que je pense que quand même, si il parlait avec beaucoup de respect, beaucoup de mansuétude envers tout ça, il y a quelques militants du PPAC qui vont dire, ah, vraiment, écoute, c'est pas grave. En 2 mots, je préfère prendre le moins de mal. Je vais aller voter quand même. Il y a d'autres qui réfléchissent comme ça, qui disent, ben, écoute, c'est pas grave. Mais quand vous venez, vous tirez sur les leaders seulement. Mais attends, ils sont pas des animaux. Ils vont pouvoir aller voter. Non, vraiment, moi j'ai trouvé, il y a tout ça, quoi. Tu as besoin de quelqu'un, mais pas lui, avec beaucoup de respect. Essaie de blaguer, essaie d'aller vers lui, pour lui parler, parce que c'est des humains. Quand l'humain, quand il n'est pas content, là, il te fait savoir dans les urnes. Ça, c'est l'humain, il est comme ça. Il te fait ça, il dit non, mais toi, j'ai plus besoin de toi. Voilà, ça peut exister. Voilà, il y a des candidats, là, qui pèdent. Parce que, mais, ça arrive. Parce qu'il y a une, même si le pourcentage est très très faible, mais il y a des gars qui gueulaient là, au RADP, tout là. Mais ils ont perdu. Parce qu'au-dessus de tout cela, la tricherie là, tout là, il y a le peuple souverain. Et quand le peuple souverain va dire non, à travers une élection, que vraiment tout le peuple est décidé, on ne peut rien. Ça, moi j'ai cette conviction entière. Aux élections, on ne peut rien. Donc c'est à nous d'aller vers ce peuple. Moi j'ai dit, moi je ne suis pas défaitiste. Je prends aujourd'hui, voilà, tout ce qui est passé. Moi, j'ai dit, oui, aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, on a perdu, tout. Mais, ce n'est qu'une bataille dans une longue guerre, quand je dis longue guerre, entre parenthèses, guerre électorale, hein, voilà, politique. Voilà, rien n'est gâché. On a le temps, il y a les municipales qui arrivent. Voilà, les municipales arrivent, donc je pense que les leaders de l'opposition vont tirer toutes les conséquences des 2 élections précédentes. Voilà, on a eu la présidentielle, on a eu les législatives. On voit, mais on sait que la majorité, là, s'est abstenue. Donc, cette majorité-là, comment leur parler? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a les dispositions? Et si on a décidé de ne pas aller, mais pourquoi? On va leur parler, pourquoi? Et quelles sont nos ambitions pour le futur? Parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous entendre. Ils ont besoin d'entendre Wahi. Ils ont besoin de l'attendre. Ils ont besoin d'entendre Gab. Tout le monde. Réalité, toujours des analyses pointues. On a besoin de tout le monde parce que c'est une lutte, une bataille qui est multidimensionnelle. Ce que vous faites là, aujourd'hui, vous êtes plus écouté que la radio nationale, que tout, la télé. Parce que vos voix, quand il y a des personnes, quand ils entendent vos voix, leur cœur, ça pèse simplement par vos voix. Donc, moi, je vous dis, allons-y dans ce sens. Rien n'est perdu. Nous sommes jeunes. Et moi, j'ai dit, cette nouvelle page de la plus politique là, nous devons être présents sur tous les plans, être présents et aller parler à ce peuple. Parce que ce qui est en train de se passer est grave pour la démocratie, c'est grave pour tout le peuple ivoirien. Voilà. Donc pour moi, je vais m'arrêter là par respect pour vraiment les grands frères qui sont là. Mais en tout cas, la lutte continue. Maman Clarisse, voilà, tu sais, je sais, avant la fête, on va voir ça. T'as compris? Voilà. Donc je fais mon bico pour le moment. N'oubliez pas, on s'est dans 2 jours. Ok. Ceux qui ont passé le temps à dire P44 là, ils l'ont fermé dans la campagne là. Les candidats allaient ramper devant Belmont parce qu'elle a mis en garde et puis elle a interdit d'arriver à Galibré. Et puis elle a dit non, qu'elle l'a fermé parce qu'ils viennent prendre l'argent chez elle. Que s'ils veulent qu'elle parle là, ils l'ont qu'à dire. Ils l'ont fermé. Ils ont aussi pris ses pieds là, en train de trembler. Allez-y voir la vidéo. Mais elle a pris la vidéo, il était ridicule. En train de lui, c'est presque un pardon, il demandait. Elle a mis sur son mur. Vous voyez des choses comme ça. Vous êtes dans un truc, vous êtes dans quoi? Vous ne parlez pas de vos leaders ni de vos partis politiques, non. Hein? Vous allez faire procès de Gbagbo, vous là. Vos petits panels à 2 balles ici là. C'est ça qui a dérangé que je... Gbagbo là, nous on parle parce qu'on a nos raisons. Mais vous qui suivez Blé Goudé, sur Gbagbo, vous devez la fermer. Parce que c'est Gbagbo qui a fait Blé Goudé. La preuve est qu'il n'a pas pu créer quelque chose à Simone Gbagbo. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes dans des petites choses, dans des panels de foyer. Parce qu'on vous a divorcé, la Côte d'Ivoire doit s'effondrer. N'importe quoi. On ne va plus jamais
chercher même à vous rencontrer. Vous allez rester, vous allez disparaître sur la toile. La maintenant vous êtes venu là. Et puis on vous a ramassé dans les commentaires là. Comme ça vous allez disparaître. N'importe quoi que nous on marche, elle est lâche. Ouais, vas-y. Ok. Bonjour Clarisse, ça fait 2 jours, hein. Ah. Là. J'espère qu'il y a du mieux, voilà, entendre ta voix. Voilà, je te souhaite prompt rétablissement et par anticipation. En tout cas, mes meilleurs vœux de santé et de prospérité pour l'an 2026. Et que justement, tu puisses... Oui, les baouins. Voilà, les baouins. Que tu puisses toujours accélérer le processus. tenir ton bâton de pèlerin en tant que, voilà, pour continuer à donner de la voix en tant que société civile. C'est rare de trouver sur la toile des femmes comme toi, des femmes qui assument leur position. Donc, en tout cas, bon vent à toi et force à toi. Je salue Gap, sans réalité, Waye et puis Wada. Bon, je suis là depuis, j'écoute, j'ai écouté longuement les uns les autres. Certains parlent d'échec. D'autres nous évoquent d'autres arguments, d'autres raisons. Mais pour moi, si on est un bon leader, voilà, est-ce que dans le leadership, il y a échec? Voilà, on sait que la défaite d'aujourd'hui est un élément pour le succès de demain. Voilà. On nous parle, pourquoi est-ce que on a participé aux élections, pourquoi est-ce que on a décidé, sachant. Mais il y a un ancien président ici qui a dit, même si les choses sont verrouillées, même si on sait qu'il y a trucage, il faut aller participer et puis pouvoir rectifier les choses lorsque tu seras là-bas. Voilà. Et c'est comme être un élève dans une classe. Tu as beau faire tes révisions, étudier tes leçons, le seul moyen de pouvoir toi-même te jauger, bien voir ta capacité, si tu es capable de le rendu, c'est dans le rendu. Voilà, donc tu vas aller à une composition, une évaluation. Et c'est pareil, tout parti politique doit se frotter à cet exercice-là. Tu viens, tu manages, tu prends un parti politique. Le seul moyen de pouvoir voir si ta politique, ton management, il y a un retour, c'est sur le terrain, c'est au travers justement de des élections, que ce soit présidentielles comme les élections locales. Voilà, le PDC a bien voulu participer aux élections présidentielles, mais son candidat n'a pas été retenu. Voilà, donc les législatives étaient là, il fallait qu'on parte s'y frotter. Et puis, on allait voir justement le retour. Parce qu'il faut pouvoir, l'autre a parlé d'autocritique. Mais comment tu peux faire autocritique si tu ne vas pas au front? Justement, on nous parle, on nous dit non, que on ne devait pas partir, que les choses étaient verrouillées. Mais bon, c'est ce que j'ai dit concernant le président Laurent Gbagbo. On a dit de ne pas partir parce que bien le résultat et la conséquence de nos appels à boycotter les choses. Mais en 95 ans, il y a un parti qui a appelé au boycott et qui a participé aux élections, qui a eu, je crois, 12 ou 14 députés, notamment le RDR. Voilà, on a dit non, on ne pourra pas changer l'Assemblée nationale, patati patata. Quand en 90, le président Laurent Gbagbo partait se présenter à Rouagayola, je crois qu'il a eu ce siège-là. Il pouvait changer quoi? Dans l'architecture de l'Assemblée nationale qui était composée en majorité de députés et PDCI. Il faut qu'on évite aujourd'hui de pouvoir tordre le cou à l'histoire et s'ériger en donneur de leçons. Voilà, quand ça nous arrange, non, on peut rien changer. Non! Voilà, le monsieur Alassane est venu avec une politique. Il est dans la même veine, dans la même politique que, comment il s'appelle? Monsieur Jupiter, Emmanuel Macron, il est venu, il veut casser les autres partis et qu'on se retrouve un parti unique. Aujourd'hui, je me réjouis, je vois, ils ont fait une carte où toute la carte est orange.
Et c'est grâce au PDCI seul, je vois un petit coin vert au centre ici, à l'est et puis à l'ouest. C'est grâce au PDCI au sud. C'est grâce au PDCI, on va pas, et toute la carte de la Côte d'Ivoire n'est pas orange. Mais c'est un signal fort qu'on envoie à l'opinion internationale. Ouattara, il marche par des symboles. Voilà, lorsque lui va démontrer, supposons qu'on n'était pas parti aux élections, lorsque lui, il va démontrer que justement, il a réussi à ravir tous les sièges. C'est un symbole qu'il envoie à l'opinion internationale. Il va dire, bon, voilà, ici, là, c'est moi qui maîtrise. Je vous ai dit que moi, je maîtrise le pays. Je suis quand même bien placé pour pouvoir gérer la situation de l'AES. Je vous ai fait des promesses. Bon. Voilà, donc, c'est dans cette veine où Ouattara est. Et les gens ne voyaient pas loin. Non, parce qu'actuellement, les choses sont verrouillées, on ne doit pas participer. Bon, ça a pris le cas de 92. Mais ça, c'est du Ghana. Mais ça, c'est loin là-bas. Est-ce qu'on est dans le même schéma, dans le même contexte politique du Ghana là, et maintenant? Ouattara en train, chaque jour que Dieu fait, en train de, je veux dire, pousser son ancrage national dans le pays. Et, justement, face à cette population qui n'a pas encore cette éducation politique, qui est poussée ou bien qui tombe dans les buzz, voilà. Les personnes vont chercher chaque fois, mais justement, lorsque la population aura des problèmes, ils vont aller voir les élus qui sont là. Ils vont aller voir les élus qui sont là, les députés, les maires qui sont là. Et ce sont ces personnes-là qui vont relayer, je veux dire, les besoins de la population et vont essayer plus ou moins de répondre à ces besoins. Mais moi, là, je sais que tu es député, tu es maire, là, normalement, tu ne vas pas envoyer venir créer une usine pour que je travaille. Mais si je viens t'expliquer un problème, je dis j'ai besoin de faire un stage ici, j'ai besoin de faire un truc, et puis tu essaies de donner une réponse. Mais moi, je te suis redevable, moi, je vais chercher à te voter. Et c'est ce qui fait que Ouattara est en train de lâcher son ancrage national. Si on ne peut pas comprendre ça, et puis on veut utiliser la politique de la chaise vide, mais on va faire le lit à Ouattara, Ouattara serait encore plus fort. Macron a fait la même chose, il est venu, il a cassé la droite, il a cassé la gauche. Aujourd'hui, mais les gens se moquent. Mais même en France, ça s'est passé. Les gens, on a vu quels sont les députés que la droite a eu et les socialistes. Ça se passe là-bas, c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour tout bon, quelqu'un qui est averti dans la politique, on sait que le plus souvent, dans la majorité des cas, celui qui remporte les élections présidentielles, les prochaines élections locales, c'est la même personne qui fait la razzia, comme on le dit. Voilà. Voilà, on parle de mouvance présidentielle, on parle, voilà. Donc, c'est toujours comme ça. On vient nous dire qu'on a échoué. Gab nous dit, nous, on a échoué. Mais j'ai du mal avec, souvent, je suis très d'accord avec les analyses de Gab, mais lorsqu'il s'agit du PDCI, je vois que souvent, ces analyses ne sont pas très poussées. Voilà. Comment tu peux venir accuser le PDCI? Aujourd'hui, on voit, il y a des vidéos qui relatent, qui montrent des gars de la CEI qui sont en train de remplir des PV. Il y a plusieurs vidéos comme ça. On voit la violence qui s'est passée au nord, à Kani, ou encore, à Tengrela. Toutes ces villes-là, ça c'est entre eux, hein? C'est-à-dire il n'y a même pas quelqu'un, c'est entre eux, indépendants, et puis un gars de RHDP. Dans toute cette violence, quand engendrer simplement ces élections législatives, et un démocrate comme Gab va venir, je vais dire, pointer du doigt le PDCI. Non, le PDCI, Tcham a fait quoi? Tcham est responsable de cette situation? Non, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Parce que, moi, je m'attendais à ce que lui-même il se présente là-bas. Il ne s'est pas présenté. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il connaissait la réalité du terrain au travers déjà des élections présidentielles. Il savait que s'il partait, il allait taper un gaillard pour tout. Il ne s'est pas présenté à Dabakala. Voilà. Lui-même, il n'a pas été capable de mobiliser les gens à Dabakala. Et tu intimes cela, et tu comme cette faute-là à Tcham, que Tcham n'a pas pu mobiliser les gens. Bon. Quel est ce double langage-là? Voilà. Donc, moi, je dis, il faut
Bon, moi j'ai des reproches à faire à monsieur Assalé Tchomoko. Mon frère César a dit, lorsque tu as 13 ans, la femme positive, lorsque tu as 13 ans et on prend un décret, on dit non, on va tuer on va dire à toutes les personnes qui ont 18 ans, faut pas te réjouir parce que un jour Il n'y a pas le temps de parole, on n'est pas là pour écouter une seule personne. Oh, un mec Clarisse n'est pas là. Clarisse. On n'a pas le temps de parler. On a beaucoup entendu. Non, Eboué vient de commencer à parler, laisse-le parler. Il y a une toute petite question pour lui. Non, laisse-le finir, s'il te plaît. Clarisse, si tu permets, est-ce que je pourrais intervenir après Oboué? Oui, il n'y a pas de problème. Ahmed, voilà. Papa Oboué, voilà, ok. Non, Clarisse, pardon, mais Ahmed n'a pas tort. Il y a longtemps, on l'écoute. Avant moi, vous venez apprendre de monter. Avant moi, il y a des gens qui ont fait 10-15 minutes. Vous venez apprendre de monter. Vas-y, pour tes 3 minutes qui te restent. Et puis, je suis sur le panel avant toi. Je suis allé pour revenir. Je suis sur le panel avant toi. Ok, vas-y pour tes 3 minutes. Après, ok, je ne vais pas terminer. Je ne vais pas faire 3 minutes. Donc, je veux dire, dans ce contexte politique, vu les enjeux sur journaux, je veux dire même sur le plan international, il fallait que justement le PDCI parte à ces élections-là. Voilà. Mais l'opinion internationale a vu tout ce qui s'est passé. Les gens, à chaque fois, là, ils mettent ça dans les archives. Tout ce qui se passe, ils archivent ça. Et à un moment donné, ils vont sortir ça. Voilà. Lorsqu'on voit toutes ces violences qui s'est passées dans toutes ces zones-là, mais aujourd'hui, on ne peut pas venir et puis nous parler, prétexter, Gap peut pas venir dire que justement ces élections-là, on peut traiter en griffe ces élections d'élections démocratiques. Non. Où on voit des gens avec plusieurs cartes d'électeurs qui convoient des cartes d'électeurs. Non, attends. C'est où Gap a dit que c'est une élection démocratique. Vous faites des amalgames. Bon, laisse-moi parler. Tu as parlé. Non, tu vas dire ce qui n'est pas. Tu as dit, je prends réalité, je prends ça ici. Mais ce que tu racontes, c'est faux. Nous sommes près de 300 personnes. Mais laisse-moi parler. Le cadio, mon ami. Ouais, tu vas chuter. On va je vais chuter. Tout à l'heure, il a dit. Je n'ai pas donné. Ma gueule me fait très mal. Comportez comme vous, nous sommes tous des responsables ici, s'il vous plaît. Il a dit tout à l'heure, si je mens en réalité pour me corriger une sang, lors de sa prise de parole, il avait dit, on dit non à Salé, ils ont triché à Salé, je suis à Salé, alors que Brendoumi qui est en prison a gagné. Que voilà, ces élections sont bien passées. Voilà, c'est ce que tu as dit. Si c'est faux, tu peux me corriger. Lorsque tu fais cette comparaison, c'est pourquoi? C'est à quel dessin? C'est pour dire que ce sont de bonnes élections. Voilà, personne n'est dit ici. Voilà, donc, le monsieur ne veut pas me laisser, je vais chuter pour dire, il était important pour nous, voilà, de participer à ces législatives, même si on a un seul député, cela ne fait rien. Cela participe justement à l'émergence de la démocratie, justement à pouvoir, comme je l'ai dit, faire son autocritique, faire son auto-évaluation et de pouvoir rectifier les choses pour les joutes, pour la prochaine joute électorale. Voilà ce que je peux dire. Alors, je ferme mon micro. Je ne sais pas si Clarisse est là. Ok. Bon, sur ce sujet, moi, je voulais que... J'avais demandé à prendre la parole. Je crois qu'elle a... Non. Vous avez parlé, moi, je devais parler. J'avais demandé à prendre la parole. Ouais, Clarisse, est-ce que je peux prendre la parole? Insa a demandé la parole, s'il vous plaît. Insa a demandé la parole. Il y avait une motion avant ça pour Boué. Il y avait une motion avant ça. Mais là, il y avait une motion avant ça. Bon, faites vos motions, faites ce que vous avez à dire, et puis ensuite. C'est un problème ou quoi? Ça a demandé pardon. Tu m'as... Je devais parler. Avant qu'Insa ne demande la parole, j'avais une motion. S'il te plaît, fermez vos micros. Oboué parlait, on s'est coupé, il a dit qu'il va prendre la parole à Oboué. Laissez Oboué parler, laissez Insa parler, et puis après on va vous donner la parole, s'il vous plaît.
Ils ont des motions, comme ils ont des motions, qu'ils donnent leurs motions. Si vous n'avez pas de motion, tiens-moi de ce qu'ils vont faire. Vous faites vos motions. Moi, je voulais demander à Oboy. Le PDCI, pendant les élections présidentielles, ont demandé donc aux populations donc de boycotter, d'aller dans les rues, couper les arbres, tout et tout pour empêcher ces élections. Aujourd'hui, ils ont été candidats aux élections législatives. Ceux qui sont pas pour les élections législatives, qui sont pas allés aux élections législatives. Supposons qu'ils appelaient donc les populations à empêcher donc les candidats du PDCI de faire campagne et même de pouvoir participer à ces élections-là. Quelle serait leur réaction par rapport à ça? Pas ce que tu dis, je m'inscris en faux parce que le PDCI n'a jamais appelé quelqu'un à aller couper les arbres. Ce que tu dis là, si tu me montres un élément de manière officielle, je pourrais ici présenter les experts. Le PDCI a dit non au 4e mandat, justement, qui tournait autour de 4 points, justement, la réforme de la CEI, la révision de la liste électorale, comment on appelle ça, on avait dit aussi, parlé aussi du fait que justement la candidature de M. Ouattara était anticonstitutionnelle et puis permettre justement l'inclusivité justement de cette élection. Voilà, je pense bien, hein, c'était ce point-là. Des gens aussi appellent les appels pour boycotter donc ces élections législatives, empêcher ces élections. Parce que votre intention c'était d'empêcher les élections présidentielles. Mais s'il te plaît, tu auras ton tour de parole. Après ok, il n'y a pas de souci. Il va attendre mon tour de parole. Gars, fais ta motion. Gars, fais ta motion. Bon, ça n'a qu'à parler. Après, tu as parlé. Ok, on s'en vas-y. Ok. Merci en tout cas Clarisse de m'avoir fait monter et pouvoir échanger avec les uns et les autres que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Pour commencer, je vais répondre en fait d'accord à la question de réalité. Réalité nous a fait part en fait d'accord d'un rapport de l'ONU concernant l'entrée de 300 kilos ou 300 tonnes d'armes, 300 tonnes d'armes je pense, en Côte d'Ivoire en fait pendant la période de l'embargo. Et que les partis politiques étaient informés quelle a été leur réaction, que ce soit le PPACI, le PDCI. J'ai officiellement aucune réaction par rapport à cela. Il a aussi fait part, bien évidemment aussi des personnes visées, des personnes proches du pouvoir d'Abidjan, visées dans des situations de détournement et de corruption. Et que pourquoi les partis politiques n'ont pas également aussi faire connaître ces éléments-là à la communauté internationale. C'est une très bonne question et vu que je ne suis pas un officiel des partis politiques, mais je vais me permettre moi d'interpréter à ma manière. Nos représentants des partis politiques en Côte d'Ivoire ont une façon propre à eux, de faire la politique. Et la politique est souvent sur les 4 ans de gouvernance et à l'échelle locale. Et à l'échelle locale malheureusement, et c'est quand les élections présidentielles approchent qu'ils essaient de voir les différentes organisations internationales ou des chancelleries. C'est une mauvaise manière de faire la politique. Et je pense que c'est l'un des axes dans le futur où les représentants des partis politiques, avec le renouvellement en fait d'accord des classes, doivent changer. On ne peut pas gérer la politique d'une manière familiale, d'accord. Et puis c'est quand les échéances présidentielles approchent, on donne de la voix pour croire à un sauvetage de la part de la communauté internationale. Parce que la communauté internationale, faut savoir clairement, a choisi M. Alassane Dramane Ouattara. Ça, il faut même pas passer par 3 ou 4. Je peux vous donner des exemples à foison. Le 25 octobre était un très bel exemple. D'accord? La France avait choisi Ouattara. La France a choisi Ouattara. Vous verrez les rédactions de France 24, les rédactions de TV5. Ils étaient très, très muets, d'accord, sur les exactions commises, mais ils parlaient d'une certaine accalmie. On avait l'impression que c'était une CEI bis. Alors, en ce qui concerne la construction du métro en Côte d'Ivoire, effectivement, ce consortium sud-coréen, d'accord, avait pris cette affaire-là, en fait, à hauteur de 300 milliards de francs CFA. À l'orée des élections de 2020, il y a eu un accord qui a été fait, en fait, avec Bouygues Alstom, d'accord, un consortium exclusivement français, qui était à hauteur de plus de 1000 milliards. Je tiens à te donner encore comme information que,
à partir même, d'accord, de la réalisation de ce métro, les personnes qui vont opérer sur le terrain en Côte d'Ivoire sont des groupes exclusivement français. Que ce soit en passant de l'électronique, d'accord, en passant à la logistique, c'est des groupes exclusivement français. Est-ce que nos parlementaires, nos partis politiques en ont parlé officiellement ou dénoncé? Je ne suis pas au courant. Pourquoi le font-ils pas? Je ne sais pas. Il faut leur demander à eux ou leurs militants, ils sont mieux indiqués pour vous le dire. Mais normalement, d'accord, les partis politiques ont pour devoir, je dis même pas en pour rôle, ont pour devoir de pointer du doigt tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. C'est la spécificité du cas Assalé Thieboko. Qu'on l'aime ou pas, Assalé Thieboko a donné de la voix sur ce qu'il y a de normal. Parce que ce qu'Assalé Thieboko fait, nous qui avons voyagé, c'est rien. C'est normalement, c'est ce que le parlementaire fait. Mais chez nous, les parlementaires, souvent nous surprennent. Je vous donne le nom de monsieur Simon Do, qui a perdu, qui se plaint aujourd'hui, qui, moi, m'a choqué personnellement. Il y a 4 semaines, il était devant monsieur Bictogo. Il le remerciait pour ses services rendus aux parlementaires et il parlait de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il y a quelques mois en disant ce qui est passé est passé. Dans un pays normal où il y a des gens qui meurent, un parlementaire tient ce genre de propos, on doit être scandalisé. Mais en Côte d'Ivoire, on a la facilité de tout oublier et c'est pour cela le RHDP nous piétine. En fait, c'est pour cela le RHDP nous écrase. Parce qu'il est très rare de voir des gens qui ont la poigne et qui sont cohérents dans ce qu'ils font. Le vrai problème aujourd'hui, je sais pas, la politique, c'est comme en Côte d'Ivoire, la politique, je sais pas. Franchement, je ne peux pas vous définir la politique en Côte d'Ivoire. Si c'est un groupe d'individus qui ont des étiquettes politiques, qui même peut-être dans le secret s'asseyent ensemble et boivent le champagne. Ça, je ne sais pas. Parce que moi, le peu de choses, je ne suis pas politicien, mais le peu de choses que je sais, d'accord, on peut sympathiser avec son adversaire politique, mais ce qui sépare, d'accord, des groupements politiques, ce sont les idéologies. D'accord? Parce qu'on n'a pas la même vision de gouverner, on n'a pas la même vision de faire. Pour moi, c'est comme ça que je conçois la politique. Je dis bien pour moi. Mais en Côte d'Ivoire, je suis pas dans la tête des Ivoiriens pour penser à leur place. Mais la politique, c'est des propositions, ce sont des offres d'idées qui séparent les individus. Et puis, on a les lois qui s'appliquent. Monsieur Oboui, je vous ai entendu dans votre explication parlant, d'accord, d'un examen de classe. Il faut faire attention. Les élections, c'est pas un examen de classe. Parce que l'examen de classe est régi, d'accord, sous le ministère de l'Éducation nationale. Et ne fait pas des tris entre les élèves qui vont passer leurs examens. Est-ce qu'on est d'accord? Tout élève ivoirien, et je précise, normalement, quand il va passer son examen, est égal. Après, ceux qui ont les, comment on appelle ça, les pétroles, les trucs là, où on triche là, c'est autre chose. Mais tout élève ivoirien, d'accord, n'est pas d'une entité politique et ils sont égaux. En Côte d'Ivoire, le traitement des partis politiques n'est pas égal. Donc, tu ne peux pas dire que tu es égal, or tu n'es pas égal. Ce que tu fais, tu récites, c'est de la théorie. Mais toi-même, dans ton parti politique, il y a 2 personnes qui sont enfermées et qui ont participé. Et parmi eux, il y a un député qui jouit d'une immunité dont on ne sait même pas l'objet de son incarcération, jusqu'à preuve du contraire. Parce que les détails de la flagrance, en ce qui concerne M. Bredoumi, n'a pas été révélé. Donc, tu ne peux pas venir dire une chose et son contraire. Tu nous parles de Macron. Chez Macron, là, chez Macron, là, on parle de 3e mandat de la 2e République? Ou je sais pas, 1er mandat de la 3e République chez Macron? On parle de ça? On ne parle pas de ça? Il faut avoir le courage de le dire. Quand tu dis le Ghana est trop loin, mais le Ghana est plus à côté de chez nous que chez Macron. Et je t'ai dit qu'il y a des partis politiques qui, par le boycott, se sont préparés pour mieux rebondir. Et ça, tu ne peux pas me dire le contraire. Tu dis que le RDR a boycotté avec le FPI, mais que le RDR avec 12 parlementaires. Mais qu'est-ce qu'il en est du FPI? Le FPI avait-il des parlementaires après avoir boycotté des élections? Et qu'est-ce qui s'est passé en 2000? Je crois de 2 parlementaires, parce qu'ils avaient Abobo et Roi Gayo, c'est-à-dire Simone Gbagbo, et puis Laurent Gbagbo. Et puis, par la suite, ils sont allés jusqu'à plus de 100 députés. Et dans ces élections, vous-même, le PDCI, RDA, après le coup d'État, parce que le coup d'État vous a éliminé, vous a arraché tous les pouvoirs. Vous étiez quasiment coude à coude avec le FPI en 2000. C'est l'UDPCI qui a aidé le FPI et ils ont obtenu la majorité. C'est ce qu'on appelle des élections. Qui pouvait penser que en 99, vous avez le 24 décembre 99, on vous fait un coup d'État, et puis 2 ans après, vous venez aux législatives, vous raflez quasiment tout. C'est ça qu'on appelle le dynamisme du jeu politique. Au municipal, le même RDR qui a boycotté suite à l'élimination d'Alassane Ouattara a remporté les municipales sous la gouvernance FPI. C'est ce qu'on appelle le dynamisme.
Parce que personne ne peut dire qu'il est absolument fort. C'est pendant la campagne et c'est pendant les offres. Ça montre la diversité d'accord du peuple de Côte d'Ivoire. Il faut dire les choses comme elles sont. Le vrai problème et le mal de cette Côte d'Ivoire, je ne cesse de répéter devant tout le monde, c'est la commission électorale indépendante. Aujourd'hui, on a filmé. Toi-même, tu viens de me confirmer au bout qu'on a filmé. Bon, on a filmé là, ça va aller où? Tu dis, on va compiler les archives. En Côte d'Ivoire, on ne compile pas les archives. Ça va où? On a fini de compiler les archives, tout qu'on appelle, comment on dit, à non quoi coûter chez les ouais et autres, même dans le nord, soi-disant dans les conteneurs, partout. Les archives sont allées où? Les archives sont là. On les voit tous les jours, mais personne n'agit pour nous. Parce que ceux qui sont là, qui sont assis là, je dis bien, l'ONU, je réponds en réalité, l'ONU là, ils sont pour Ouattara. La France est pour Ouattara. Et pour rebondir sur ce que Oboé disait, nous sommes dans un conflit, en plus qui est géopolitique. Ouattara est un allié de taille. Quand Téné Birahima Ouattara, qui est candidat à Bobo, va à main devant tout le monde, il dit Alassane Ouattara est entendu à l'international parce que c'est lui qui a rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Toutes les portes lui sont ouvertes. Mais le message, il est clair. Vous allez monter, vous allez descendre. Ils ne vont rien faire pour vous parce que c'est Ouattara qui les arrange. Maintenant, vous, peuple de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de parlementaires au sein du Parlement que vous ne pouvez pas faire la politique? Vous me dites que non, c'est les députés, le peuple peut parler seulement qu'aux députés et puis les députés vont faire des choses. Mais c'est du n'importe quoi. Laurent Gbagbo, avant 1990, il n'a pas fait bouger la Côte d'Ivoire. Il avait quel député, il avait quel maire? Quand Laurent Gbagbo traversait les hameaux, les villages, les campements, là, il ne faisait pas la politique. Il avait un député au Parlement. Il avait un député au Parlement. Est-ce que si un parti politique n'a pas de député, il ne peut pas faire la politique? Il ne peut pas faire trembler un régime? Bah, bien sûr que si. Il faut se retrousser les manches. Quand on a un pouvoir fort, je vais terminer là. Il y a 3 éléments quand tu es en face d'un pouvoir fort. Il y a l'exil, il y a la prison et il y a la mort. C'est pour ça que tout le monde ne fait pas la politique. Maintenant, si vous voulez être dans un dynamisme pour vous engager pour libérer votre pays, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sinon, vous ne venez pas, vous ne montez pas sur les panels, vous ne montrez pas vos visages. Vous croyez que le RDR qui est là est un pouvoir qui est venu faire un jeu démocratique? Vous le pensez sincèrement? Le RDR qui est là, ils sont venus faire, c'est la politique qu'ils font. Depuis 2010 ou 2010, ils sont aux affaires là. C'est la politique qu'ils font. Tous les partis politiques ont été décapités. On a certes une part des responsabilités, comme j'ai parlé du comportement des hommes politiques, mais le RDR aussi a une grosse responsabilité. C'est un pouvoir, c'est un parti d'État. Ils sont partout. Et la liberté d'expression est court-circuitée aujourd'hui. Vous croyez que la manière dont je m'exprime là, ça ne vaut pas une épée de Damoclès sur ma tête? Bah bien sûr. Quel parti politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui est libre? Le jeune frère parlait de Guillaume Soro. Guillaume Soro aujourd'hui, voilà, il a ouvert sa bouche, il est où? Son parti est dissous. Le COGEP, quand Clarisse parlait du COGEP, ils sont où? Ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Le PDCI, siphonné. Le FPI, détruit. Le PPACI, inexistant. C'est pas parce que ce sont des grands démocrates où ils ont une offre politique qui est la plus attractive de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est un parti d'État fort qui agit dans la répression, qui déploie 44 000 soldats et policiers pour une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Du jamais vu. On va vous parler de stabilité. Si vous n'avez pas le cran de dire que celui qui est en face, il est violent, je ne sais pas à quoi vous voulez jouer, bah, vous allez jouer à ce jeu-là, et puis au municipal, ils vont vous écraser, au sénatorial, ils vont vous écraser, ils vont modifier la constitution encore, peut-être ils vont nous servir un régime parlementaire, je ne pense pas, mais ils vont nous créer encore quelque chose sorti de leur sac. C'est un pouvoir violent, c'est un parti violent, c'est un parti qui utilise tous les superfuges, y compris la fraude. C'est filmé, et eux-mêmes, au sein de leur parti, il y a des gens qui se comportent de façon violente. On a vu Madame Mariam Traoré, ça faisait honte. C'est pas la première fois. Je vais chuter par là. Pour vous dire quelque chose, nous sommes un tournant. Les Ivoiriens ont un gros traumatisme depuis 2011. La démocratie, là, c'est-à-dire que le jeu politique, là, ça ne séduit plus les Ivoiriens. Parce qu'il y a la mort dedans. Et les Ivoiriens ont beaucoup perdu depuis 2011. Et au fur et à mesure qu'on avance, ils voient que c'est toujours le même scénario qui se passe dans les présidentielles. Il y a un parti fort qui utilise la brutalité, qui arrête, qui emprisonne et autres. Donc c'est pour ça que les gens aujourd'hui, ils ont peur. Quand tu es un homme, quand tu as peur, il faut reconnaître que tu as peur. C'est un sentiment humain. Donc quand les hommes politiques, et je pense que si les hommes politiques ne continuent pas, il y aura d'autres choses qui vont se créer. Il y a des groupes de pression, il y a d'autres choses qui vont se créer naturellement, parce qu'on ne peut pas rester dans un immobilisme total. Mais pour l'instant, on est en train de subir le rouleau compresseur. Donc il ne faut même pas que quelqu'un vienne ici dire oui, c'est parce que nous sommes un parti fort, nous sommes démocratiques. Parce que même sous Fouet-Boigny, sous le parti unique, en 90, on n'a pas eu plus de 1000 prisonniers.
Je vais m'arrêter là et puis que, en tout cas, la sagesse nous habite et que chacun réfléchisse pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Merci. Motion, s'il vous plaît, motion, s'il vous plaît. Clarisse, pardon. Une question à Anissa. Une seule question à Anissa. Pardonnez. Anissa a tellement tout dit. Il a tellement bien dit. Moi-même, j'ai envie de me muter pour ne pas dire autre chose, mais j'ai une seule question. Face à un tel parti qui est hors démocratique, qui ne pratique pas vraiment le jeu politique, c'est quoi la solution? Face à cette brutalité qui est en train d'être une hémogénie sur nous, qui nous maintient, qui nous tient, et qui a l'air de vouloir s'éterniser sur nous, quelle est la solution? Moi, j'ai envie de savoir, parce qu'il a tellement tout dit. Est-ce qu'il a un soupçon de solution par rapport à ce problème-là? Mais la solution, je vais vous dire clairement, moi par rapport à d'autres personnes qui tergiversent, la solution de toutes les façons, quand vous avez un pouvoir fort en face de vous, vous devez réagir par la force. Automatiquement, quand je dis cela, les gens pensent seulement au coup d'État. Non. Le RDR l'a fait sous Henri Konan Bédié. Réalité ivoirienne a dit une chose qui est intéressante. Réalité ivoirienne a dit une chose qui est intéressante. Il a dit, mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties, on n'entend pas les partis politiques dessus. Mais je prends le RDR, l'affaire des 18 milliards, qui dans le fond n'était pas un vol. Oui, ça je vous informe. Allez faire vos recherches. Les 18 milliards de Guy Cahué, là, c'était pas un vol, parce qu'il y a eu un procès. Mais personne n'en parle. Mais qui a chargé l'affaire des 18 milliards pour dire que Bédié a volé 18 milliards? C'est le RDR. Ils sont allés même jusqu'à l'Union européenne pour aller parler de ça. Les enfants dans le cacao, qui a soulevé pour aller mettre ça devant tout le monde pour salir la Côte d'Ivoire? C'est qui? C'est Madame Dominique Ouattara. Donc, ils ont mis des pressions. Les élections législatives en 2001, je crois. En 2001, à Congo. Qui a soulevé un drapeau burkinabé pour le lever à Congo? C'est le RDR, c'était dans la une du Patriote. Qui tapait sur tous les gouvernements du Bédié, jusqu'à ce que le gouvernement de Bédié tombe. Et le gouvernement de Gbagbo, qui tapait? Qui a dit que Gbagbo était xénophobe pur? Qui? C'est le RDR. Ils n'ont jamais lâché une seule seconde. Tant qu'il fallait, d'accord, faire des choses et parler de la Côte d'Ivoire de façon négative à l'extérieur, c'était leur travail. Mais l'aboutissement de ça, là, c'est quoi? On a eu l'affaire de la Mercedes noire, de eBay. Vous vous rappelez de ça? Le coup d'État manqué. La rébellion, vous croyez que c'est quoi? C'est la résultante d'une communication du RDR. Et l'accouchement, le bébé de la rébellion, là, c'est l'accession de Ouattara au pouvoir. Pourquoi on se voit la face? Je dis bien, les groupes de pression, les lobbying, la société civile, dont Clarisse parle, ils doivent aussi prendre leur place. Si les partis politiques ne réagissent pas, mais on ne va pas rester de façon amorphe. Il y a 3 solutions contre un régime qui est fort. Il y a l'exil, il y a la prison et la mort. Faut pas chercher à dire quoi. Je vous dis, il y a l'exil, la prison et la mort. Regardez bien. Ziggy, là, il a parlé, là. C'était pour faire exploser la Côte d'Ivoire. Selon vous, l'enfant, là, ça fait combien de mois il est en prison? Qui parle de lui? Parce que Ziggy pensait différemment du RHDP. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Ahmed, qui automatiquement, quand Obo a fini de parler, qu'est-ce qu'il a dit? Vous voulez, en fait, vous allez vous demander à ce qu'on abatte les arbres. Parce que eux, c'est leur logique. Parce que pour eux, là, pour les dégager de là, c'est que Obo, tout ce qu'il doit dire, faut abattre les arbres, ou pour faire un coup d'État. Non! Le peuple, il est souverain. Est-ce que tout va bien en Côte d'Ivoire? Réalité, vous allez poser des questions, les choses ne vont pas en Côte d'Ivoire, mais pourquoi que ça ne va pas là, on ne parle pas de ça? C'est 2-3 personnes qui parlent. Il faut se réveiller, il faut parler. J'ai dit, Ouattara n'a pas laissé un seul instant Bédié respirer, un seul instant Gbagbo respirer. Pourquoi vous les laissez respirer? Vous verrez que quand la pression va s'accroître, vous allez voir qu'il va y avoir des exigences. L'article 48 qui a fait que Ouattara était candidat là, c'est quoi? C'est suite à des pressions? C'est suite à des pressions? La CEI ou Youssouf Bakayoko, qui était du PDCI, dans l'alliance du RHDP là, quand il a pris la présidence là, c'était pourquoi? Pourquoi Gbagbo n'a pas mis son gars aussi pour avoir la présidence? C'est suite à des pressions? Marcoussi, c'est suite à des pressions? Klebe, c'est suite à des pressions? Abuja, je sais pas quoi, Accra ou quoi, 1, 2, c'est suite à des pressions? Pourquoi nous aussi on fait pas ça? Sincèrement, moi, par moment, je sais pas, je suis pas politicien, je suis pas expert, mais je ne comprends pas. Parce que le passé là, il est récent. Au moment où le RD était dans l'opposition, vous pouvez respirer en Côte d'Ivoire? La pression là, la pression. Attends, Ahmed, attends. Parce qu'il parle à demi-mot. Voilà, c'est le terminé. Qui dit je parle à demi-mot? Moussa. Qui dit je parle à demi-mot? C'est qui dit je parle à demi-mot?
Je parle à demi-mot. Mais je parle même pas demi-mot. Je parle pas demi-mot. Non, parce que tout ce que tu viens de dire... Oui. Moi, regarde, pardon, la discussion, j'ai mal à la gorge. Attends, qui dit je parle à demi-mot? On parle dans la discussion. Qui dit je parle à demi-mot? Moi, je te dis quelque chose. Wata qui voulait faire quelque chose ou quoi? Moi, je... Laisse-moi ça continuer. Bon, ok, vas-y pour ta motion. Voilà. Tu as pris l'exemple du RDR pendant le régime de Bédié. Oui. C'est parce que le RDR... C'est parce que le RDR... Qui prend quelqu'un comme si... Ça ne dérange personne, je dis qu'il parle en demi-mot. C'est français, j'ai parlé. Sinon, ça mais à demi-mot, moi, il dit même à demi-mot, là. Faut révéler le demi-mot que j'ai dit, là. Le demi-mot que je cache, là. Il faut révéler. Je vais te répondre. Moi, il n'y a pas de fuite, hein. Moi, j'aime beaucoup écouter Nzam parce qu'il est dans les argumentaires, même si je ne suis pas totalement toujours d'accord avec lui. Oui, on y va. Mais je dis, Nzam, voilà, je dis, tu as dit que tu as pris l'exemple du RDR du temps avec Ronald Bédié, étant la pression que le RDR avait mis donc sur ces différents régimes. Oui. Voilà. Mais à cette période-là, le RDR avait le rapport de force à sa faveur. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition a ce même rapport de force? Parce qu'aujourd'hui, la population ivoirienne a démontré qu'elle est majoritairement acquise à la sorte du président Alassane Ouattara. Donc, quelle que soit la pression, tant que vous n'avez pas le rapport de force sur le terrain, là, c'est intéressant. Le rapport de force, là, vous l'aviez comment? Sur le terrain, autant des Bédié, là, comment vous aviez, c'était quoi votre rapport, le rapport de force que vous aviez sur les autres? Explique-moi. Voilà. Le rapport de force qu'on avait déjà, toi-même tu l'as dit, la seule élection, nous avons participé après le coup d'État, c'est les élections municipales que nous avons rapportées haut les mains. Donc ça veut dire que sur le terrain, nous avions un rapport de force, nous étions majoritaires sur le terrain, ces élections municipales l'avaient démontré. C'est la seule élection d'ailleurs à laquelle nous avons participé. D'accord, ok, donc c'est ça le rapport de force. Aujourd'hui, l'opposition, toutes les élections qui se sont passées, l'opposition n'a pas pu avoir même 20% des Ok, c'est ça le rapport de force. Mais si tout est verrouillé, tu veux que je Attendez, donc c'est ça le rapport de force? Je te pose, c'est ça le rapport de force? Oui, c'est un indicateur. Ok, bon, au moment où vous avez passé les élections, là, Bédié n'était plus au pouvoir. J'ai dit quand Bédié était au pouvoir, là, vous avez emmerdé le régime PDCI RDA. C'est de ça. Parce que nous avions la majorité, ça on l'a démontré. Non, mais comment? Attends, doucement. Il faut qu'on se comprenne. Il ne faut pas que tout le monde nous écoute. Vous ne pouvez pas avoir la majorité sans élection. À cette époque-là, vous n'étiez majoritaire dans aucun parlement. Comment vous aviez, vous, ou dans aucune municipalité, comment vous aviez-vous le rapport de force? Je t'écoute. Comment vous aviez fait? Vous avez eu la magie de pouvoir embêter ce régime jusqu'à l'international. Comment vous avez fait? Voilà, on était convaincus de notre force malgré qu'il n'y ait pas eu d'élection. Donc vous étiez convaincus de votre force? On était convaincus que s'il y avait eu des élections, même en 95, on les aurait gagnées. D'accord, mais comment votre force s'est manifestée sur le terrain au moment où il n'y avait pas des élections? Tu veux qu'elle te dise? Bon, il te dit. À partir des manifestations qu'on organisait, on a vu qu'il y avait de l'engouement. D'accord, ok. Voilà. Ce sont vos manifestations. Bon, quand vous avez lancé les mots d'ordre là, est-ce qu'il y a eu de l'engouement à travers... Ok, donc vos manifestations, je vais te dire quelque chose. Le 9 là, il n'y a pas eu d'engouement. Le 9 août, il n'y a pas... Le 9 août. Le 9, il y a eu quel engouement? Bon, vous voulez pas que je réponde. Vous voulez pas que je réponde. Tu me poses des questions. Maintenant, je vais te dire, je vais te répondre. Tu veux pas que je réponde. Je dis, voici ce que vous avez fait. Quand des imams disent que Alassane Ouattara est musulman, il est du Nord. C'est pour cela qu'il ne veut pas être candidat sur des chaînes françaises. Ça existe. C'est l'imam Koudous. Vous avez pris l'ivoirité, vous avez balancé partout que la Côte d'Ivoire est un pays xénophobe qui n'aime pas les étrangers. Pourtant, les étrangers étaient chez nous. Vous avez dit qu'il y a une épuration contre les gens du Nord, dans les conflits des terres, à San Pedro tabou, entre les gens, vous avez pris ça, vous avez fait de l'appropriation politique. Vous avez dit Bédié a détourné 18 milliards. J'ai dit le procès existe, allez vérifier. Les 18 milliards là, d'accord, il n'a pas été condamné, ni Guikayo, ni Bédié. C'est accessible à tout le monde. Si il descend, allez vérifier. Et puis si Clarisse dit, tu manges, je remonte, j'avais dit, me demander pardon aux gens. Vous avez diabolisé un régime tout le temps. Vous n'avez pas laissé ce régime-là se reposer. Et ça aboutit à ce qui, on sait, le coup d'État. Vous n'étiez pas les seuls à féliciter le coup d'État. Ouattara a félicité. Ouattara a dit aussi qu'il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Monsieur, fermez votre micro, Huppert. Monsieur Huppert, voilà. Ouattara a félicité, Gbagbo a félicité. Moi, je suis honnête, je suis transparent, je dis ce qu'il en est. Quand Gbagbo est venu aussi, vous avez remis encore le 10 de l'ivoirité sous Gbagbo. Par la suite, on a vu des coups d'État manquer. Jusqu'on a vu une rébellion. Et monsieur Fanny Ibrahima, qui est maire de Bouaké, il a dit que lui, quand il va au plateau, on dit, voici le maire rebelle. Il dit, il est fier.
Et il dit, qui dit MPCI, dit le RDR. Le MPCI est la branche armée du RDR. Est-ce que vous l'avez exclu? Vous vous êtes excusé devant les gens? C'est un cadre du parti, il assume. Si vous vous taisez, qui s'est taire consent, c'est pas ce que vous reprochez à Bridoumi. Voilà. Maintenant, j'ai dit le bébé de votre rébellion là. C'est le pouvoir, l'avenir de Ouattara au pouvoir. Gbagbo a fait désarmement, les rebelles, ils ont désarmé. Quand Ouattara est venu là, c'est pas quelle magie, tout le monde, le pays s'est réuni en un coup. Ah bon, voilà, c'est des faits. Parce que vous avez alimenté pendant au moins 15 ans, 20 ans. Et c'est ce que j'ai dit aux gens aussi, dénoncer. C'est pas seulement au Parlement qu'on peut dénoncer ce que Ouattara a fait là. Pourquoi vous ne pouvez pas faire? C'est de ça que je parle. Je ne dis pas d'agir de la même manière que Ouattara, mais communiquer sur les choses, ne comptez pas sur les gens. Mais c'est ça, j'ai dit, tu parles à demi-mot. C'est ce que tu demandes. Bon, mais ça, quand ils dénonçaient là, on les mettait pas en prison. Hein. Qui ça? Mais aujourd'hui, quand ils dénoncent, on dit. C'était ça a dit là. Qui est en bas là. Oh, attends. Monsieur, il est en bas. Il faut fermer ton micro. On peut ouvrir ton micro à tout va. Mais quand vous dites que Ouattara dit qu'il va dans le pays et gouvernement, quand on a un dictateur comme Ouattara à la tête d'un pays là, on n'envoie pas des vauriens, des Sibiko, de l'UNG aller faire des débats. Sibiko ne peut créer quoi dans la vie de Ouattara? Toute l'année, il a fait Québec. Ouattara n'a pas calculé. Tout ce qu'il a dit là, c'est allé où? Lui et Las Blaise là. Les deux, la partie s'assoient sur la chaîne de Ouattara. Pour aller raconter tout et n'importe quoi. Il dit il faut faire débat. Sibiko vient de faire débat. D'après lui, sur la chaîne là, après on le voit avec Mamadou Touré. C'est de ça qu'on parle ici. Dénoncer Ouattara, on a dit ici. Vous avez même des éléments pour attaquer Ouattara. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous ne parlez pas de ça. Aujourd'hui, voilà, dit d'accord, c'est un ancien ministre, en prison, comme même moins que rien. Et Ouattara, si en Côte d'Ivoire, ça ne va pas quelque part. Des enfants sont en prison, des bébés, comme les Ziki, sont en prison. Et votre vie continue d'ailleurs ici. Donc, il faut arrêter. Voilà. Pas venir ouvrir ton micro là, tout va ici. Arrêtez de me... Attends, j'arrive. Je vais terminer sur ça. Merci, Clarisse. Voilà, Oboé, tu avais une question rapidement pour que je chute. Et puis voilà, je pense que j'avais fait le tour de tout le monde. Non, moi je voulais une question, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Parler prochainement, c'est pas grave. Ok, d'accord. Donc, en tout cas, je tenais à vous remercier. Et je vais dire Je m'explique. La rébellion, là, ce n'est pas elle qui a mis Ouattara au pouvoir. Elle a fait des pressions sur Gbagbo, mais c'est l'union de l'opposition, là, qui a permis à ce que Ouattara soit au pouvoir. C'est l'union du PDCI, du MFA et de tous les mouvements qui se sont retrouvés à Marcoussis, là. Au lieu de soutenir le pouvoir de Gbagbo qui avait été agressé, ils ont créé le G7 pour se liguer avec la rébellion, et c'est ce qui a abouti en 2010. Dans les urnes, là, on n'est qu'à dire, il y a eu par là comment. Si Bédié n'avait pas appelé à voter pour Ouattara, il ne serait pas président. Alors quand on est en train de faire des critiques et on est en train de dire, il faut que nous-mêmes, au sein de l'opposition, là, on arrête nos guéguerres inutiles, parce que notre seule arme, là, c'est notre carte d'électeur. Et les urnes, vous nous dites non, on ne fait pas qu'on va penser comme ça. Parce que quand on pense comme ça, on est en train de se leurrer l'esprit. Mais je te dis que en Côte d'Ivoire, à moins que tu ne l'aies pas vécu, comme moi je l'ai vécu, si le PDCI et l'ensemble des partis de l'opposition là, s'étaient pas mis derrière le RDR, Ouattara ne pourrait jamais être président de la République. Parce que après la rébellion qui a duré 10 ans là, il a fallu qu'il y ait élection. En 2015, il a fallu encore qu'il y ait appel de Daoukro. Alors quand on est là, on préfère avoir une approche un peu plus rationnelle de la situation. Parce que on dit tout, hein. On n'est qu'à faire les pressions, on n'est qu'à faire les dire. Vers la fin, on va s'asseoir pour discuter. Ok. Et quand on discute là, au-delà des pressions là, c'est l'adhésion des personnes autour d'une même cause. Ok. C'est ce qui fait basculer les choses. D'accord, c'est la petite remarque. Moi, c'est ce que je prône. C'est la petite remarque, non? C'est la petite remarque. Voilà, c'est la petite remarque que je fais. Merci. Parce que, au-delà de ça, c'est ça pourquoi je te dis, tu parles à demi-mot. Parce que, en même temps que tu parles de groupe de pression, tu donnes l'impression que c'est que ces groupes de pression-là qui ont fait que Ouattara est président de la République. Ok, merci.
Merci. Je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit qui est très intéressant. Wada va faire aussi sa motion, puis tu vas... Bon, ok, allez, Waga, faites votre motion, puis je vais faire... Je c'est la parole. Wada, tu es là? Je dis que c'était plus la peine. Ah, ça va-y. Bon, ok, c'est intéressant. Donc, en fait, vous nous dites que c'est parce que Bédié a dit aux gens de voter aussi Ouattara à partir de la consigne de Bédié que Ouattara a gagné. C'est ça? D'accord. Bon, déjà, moi, je ne comprends pas quelque chose qu'on a en Afrique. Dès que deux gros partis se mettent ensemble, il est logique qu'on gagne. Et je vais vous dire que c'est faux. Parce que vous aviez une théorie de dire, si on prend les voix de Bédié au premier tour, on colle les voix de Bédié à celles de Ouattara, d'accord, Ouattara a gagné. Ça, c'est une théorie purement africaine. Parce que dans les élections, il n'y a pas de logique mathématique. Ok? Au premier tour, Ouattara peut avoir tel nombre de voix. Au second tour, Bédié peut donner son ordre. Et puis, vous ne connaissez pas la sociologie dans sa totalité. Vous ne pouvez pas dire que tous les militants qui ont voté Bédié au premier tour sont allés voter, d'accord, Ouattara au second tour. Ça, c'est dans votre imaginaire. Et je vous mets au défi ici. Jusqu'à demain matin, vous ne pourrez même pas me démontrer cela. Ça fait un. Deuxième point. Mais la CEI, là, qui présidait la CEI? Je permets que vous ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro, répondez-moi. Qui présidait la CEI? C'est le PDCI. Ah, d'accord. Est-ce que normalement, Laurent Gbagbo était obligé d'accepter que le PDCI... C'est lui qui l'a voulu ainsi. Attendez. Vous voyez, vous dites c'est lui qui l'a voulu ainsi. Mais quand... Oui, attendez. Quand Laurent Gbagbo permet que le PDCI, qui est un parti d'opposition, préside la CEI, c'est des garanties... Tu sais pourquoi il a permis? Excuse-moi, je te donne la réponse tout simple. Parce qu'il était minoritaire. Qui était minoritaire? Parce que Laurent Gbagbo était minoritaire. D'accord. Minoritaire. Il était minoritaire à l'Assemblée. Quand minoritaire où? Il était minoritaire. Où? Ah purée, bon. Non, où il était minoritaire? J'écoute. Non, mais répondez-moi. Tout le monde nous écoute. On est plus de 300 personnes. Quand il a gagné les élections face à Gueye, oui, les prochaines élections législatives qui se sont suivies, oui, il n'avait pas eu la majorité absolue. D'accord. Donc, okay, vous êtes en train de nous dire... Quand il y a eu ça, après ça, au niveau des mairies, le RDA a tout raflé. Et c'est dans ce contexte-là, dans cette cartographie-là, on s'est traîné jusqu'en 2010. D'accord. En 2010, là, il y a eu le RHDP, en plus du G7. Oui. Donc, Laurent Gbagbo même là, il n'avait pas la majorité. Merci, monsieur. C'est ça pourquoi il a concédé. Merci, monsieur. Merci, monsieur. On va s'arrêter là. C'est pour ça que j'aime bien poser les questions. Donc là, vous êtes en train de faire mentir Touré Mamadou sur NCI 360. Qui a parlé de cela. Regardez, lisez les tests de la CEI. Gbagbo l'aurait majoritaire, normalement. Et ça, même il y a Lucas qui fait panel ici, là. Il a sorti les tests. Allez-y lire. Le nombre de postes que le président de la République a en tant que représentant au sein de la CEI ne dépend ni de l'Assemblée nationale, 1, ni du résultat des élections municipales, 2. Il faut faire attention à ce que vous dites. On est sur un panel sérieux. Et je demande... Laurent Gbagbo, dans son gouvernement, il avait combien de ministres FPI? Alors, monsieur, permettez que je puisse évoluer. Sinon, à chaque moment, on va se disperser. Je vais vous répondre encore. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre encore. Le nombre de ministres que l'on a dans son gouvernement, notez, hein, le nombre de ministres que l'on a de son gouvernement ne dépend pas du nombre de représentants qu'on a au sein de la CEI. Je répète pour vous. Mais je vous pose. Mais bien sûr, parce que maintenant je vous répondre. On parle de quoi? Non, mais doucement, monsieur, doucement. Oh, ça va être compliqué, monsieur. Mais monsieur, vous me dites des choses, vous ne me laissez pas parler à chaque. C'est difficile, quelque chose qui n'est pas difficile de se comprendre. C'est difficile de se comprendre, cher monsieur. Attendez, cher monsieur, attendez. Ça va te permettre d'aller plus en profondeur. Bon, ok, allez-y. C'est qu'il y a des réalités et puis on les nie. Mais je vais vous dire les raisons. Quand une autre personne a parlé, l'autre ouvre son micro. C'est énervant vers la fête. Il y a la vidéo. Ma gauche me fait mal. Il y a la vidéo d'Eli Alassou, hein, voilà, qui était membre de la Galaxie Patriotique.
qui explique, lui aussi, toi aussi, au travers de ce que tu es en train de dire, tu es en train de faire monter Eli Alassou. Voilà. On connaît tout ce qui est Eli Alassou, qui a dit, au premier tour, M. Laurent Gbagbo, qui a eu 38%, ça, il n'a pas contesté les 38%. Hein. Voilà, donc ses voix étaient épuisées. Et c'est la première fois, si tu veux, dans l'histoire, dans l'organisation des élections, qu'un président en exercice sortant n'arrivait pas à faire 40%. Donc, c'est tout à fait normal, justement, qu'au second tour, il ne peut pas quitter les 38%. Les gens vont pas quitter dans l'opposition, venir, il va avoir jusqu'à plus de 18% pour gagner les élections. Voilà. Voilà un peu tout. C'est bon? Voilà. C'est bon, oui. C'est bon, ok. Eli Alassou, en passant, il faut dire que Eli Alassou, à la fin de sa vie, quand il témoignait, il était RDR. Ça, c'est un élément important aussi à rajouter. Bon, je continue. En ce qui concerne ce que je suis en train de dire, je continue. Attends. Je continue sur ce que j'étais en train de dire. Je continue sur ce que j'étais en train de dire en ce qui concerne en fait les dires de Monsieur Gap. Les dires de Monsieur Gap. Monsieur Gap nous disait comme ça que il faut que j'explique. Nous étions dans un accord politique. Nous étions dans un accord politique, d'accord, qui est l'accord de Marcoussis. Est-ce que l'accord de Marcoussis, putain, excusez-moi. Est-ce que l'accord de Marcoussis, d'accord, était respecté dans sa forme, totalement? Quand Laurent Gbagbo revient de Paris, il indique qu'il est souverain, il décide, parce qu'il y avait un premier ministre qui a été d'accord imposé. On est d'accord. Donc ça veut dire que M. Youssouf Bakayoko, on a eu M. Begré Mambé était à la tête de la CEI. Il a été remplacé sous injonction de M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo a jugé, d'accord, que pour donner des garanties à l'opposition, il fallait, d'accord, qu'on donne des gages. Et c'est avec l'accord de l'opposition qu'ils se sont entendus, ils ont mis quelqu'un de l'opposition. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un de l'opposition à la tête de la CEI? On ne peut pas. C'est de ça qu'on parle. Quand il y a dans les institutions, il faut de la pluralité. Mais nos politiciens ne jouent pas franc jeu, cher monsieur. Quand vous dites que ce sont l'ensemble des partis politiques qui ont fait qu'on a gagné, mais les élections là se sont soldées par une guerre. Monsieur, la résolution de l'ONU là, le mandat onusien qui a donné ordre à la France là, c'est-à-dire de bombarder les stocks d'armes là. C'est pas ce que la France a fait en Côte d'Ivoire. On le sait tous. La France a attaqué la Côte d'Ivoire. Ils ont attaqué des institutions. Les preuves sont là. La France a attaqué. Et c'est pas nous qui le disons. Allez-y sur AT, allez-y sur France 2. Ils disent que nous avons en fait, sans l'appui de la France, sans l'appui militaire de la France, Alassane Ouattara ne serait pas au pouvoir. Quand on dit appui militaire là, c'est quoi? C'est des votes? Il faut pas prendre les gens pour des trucs. Quand tu dis que vous avez fait G7, dans le G7, il y avait quoi? Le MFA, il y avait le RDR, il y avait le PDCI RDA, il y avait le MPIGO, le MJP, le MPCI. Mais vous êtes alliés aux rebelles? Les rebelles là, ils avaient des armes. Ils sont pas descendus à Abidjan. Ils sont pas descendus à Abidjan. Si la Côte d'Ivoire est souveraine, quand Alassane Ouattara en dit le troisième mandat, toi tu es du PDCI RDA. Quand Bédia a contesté le troisième mandat d'Alassane Ouattara illégal là. Du PDCI RDA. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Faut écouter. Mais tu dis que c'est du PDCI RDA. Comme ça vous commencez et puis après je dis, monsieur, vous êtes du PDCI RDA. D'accord? Votre mentor, Henri Konan Bédier, en 2020, a dit le troisième mandat de Ouattara est illégal. Qu'est-ce que le RDR répondait? Le Conseil constitutionnel a tranché une bonne fois pour toutes. En 2010, là, quand le Conseil constitutionnel a tranché, là, vous avez dit quoi? C'est pas de la tricherie? C'est pas de la tricherie? Quand un pays est souverain, là, quand son Conseil constitutionnel tranche, là, aussi illégal ou aussi, je sais pas, injuste que la décision est prise, là, le Conseil constitutionnel, là, d'accord, est la juridiction souveraine. Qu'est-ce que vous avez sorti? Vous avez sorti je sais pas, un quoi de l'ONU ou quoi, dont le document n'existe nulle part. On vous demande de le sortir, vous ne pouvez pas le sortir. Donc, moi, franchement, le 2 poids 2 mesures dont vous dites, vous avez un narratif, je ne sais pas qui vous cherchez à plaire ou je ne sais pas quoi, d'accord? Les faits en Côte d'Ivoire, là, sont très récents en Côte d'Ivoire. Et je dis le mal pernicieux qui existe en Côte d'Ivoire, ce sont nos institutions. C'est la CEI. Donc, ce que je dis à demi-mot là, quand je parle de groupe de pression et autres, ce sont des faits qui ont existé. Ces faits-là ont existé. Et tout le monde est contemporain. Allez vérifier. Mais en Côte d'Ivoire, le malheur qu'on en a, chacun interprète selon sa chapelle politique, d'accord, le narratif ivoirien. Sinon, les faits là sont accessibles. Est-ce que le RDR a eu à mettre la religion dans les débats politiques? Oui ou non? Oui. Est-ce que le RDR n'a-t-il pas dit que le PDCI RDA a détourné 18 milliards? Oui.
Est-ce que vous avez détourné les 18 milliards? Qu'est-ce qu'il en est du procès? Vous-même, je pense même que vous n'êtes même pas allé vérifier. D'accord? Est-ce que le RDR n'a pas dit qu'on abuse? Il n'y a pas des enfants qui travaillent dans les champs de cacao. Est-ce que quand le RDR est arrivé, les enfants ont cessé de travailler dans les champs de cacao? Non. On a vu des reportages. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, c'est tout. Donc, j'ai dit à l'international, les Ivoiriens qui se sentent oppressés et autres, créez des groupes de pression, créez des lobbies, ne restez pas là à vous figer que sur des députés. Parce que la question de réalité, elle est importante. Moi-même, je suis citoyen ivoirien, je me demande souvent qu'est-ce que les hommes politiques font réellement en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas faire que de la politique en étant à Abidjan ou en venant à Paris pour venir voir seulement les Parisiens. Le monde, il est vaste. Ouattara, il était entre Paris et les États-Unis. Mais il était plus à Paris. Et son coup a marché. Ce sont les mêmes médias français là. Aujourd'hui, quand il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, dénonce à demi-mot, comme vous l'aviez dit. Moi, je m'arrête là. Je dis bonne chance à la Côte d'Ivoire. Félicitations au RHDP pour leurs élections. Ils l'ont remporté haut les mains parce que c'est eux qui font leurs élections. Le jour où les Ivoiriens auront le cran et le courage d'organiser leurs élections et d'avoir confiance en leurs institutions, vous allez voir que ça va changer. Le PDCI n'aura pas que 30 députés, d'accord? Et le PPACI n'aura pas que 0 député et le COGEP compagnie. Merci. Ok. Bon, je pense que c'est mon temps de parole maintenant. C'est le temps d'Ahmed, s'il te plaît. C'est le temps de... Moi, je veux pas parler encore. Merci, Insan. Merci. Merci. Après tout son temps pour parler. Voilà. Moi, je n'ai Gab, s'il te plaît. Gab, s'il te plaît. Merci, tu as tout dit. De toutes les façons, nous, on est assis, on regarde. Ce qui est bien, c'est que ce 4e mandat, tout le monde va subir. Donc, nous, on s'en fout. Voilà.